Ah ben oui. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur l'ambassadeur, c'est un véritable honneur de vous avoir parmi nous pour nous parler aujourd'hui d'Amérique latine. Pour beaucoup d'Européens, l'Amérique latine, c'est un grand ensemble uniforme où l'on parle espagnol. Déjà, savoir qu'on y parle aussi portugais, pas forcément donné à tout le monde. Or, ce continent, c'est 33 pays, c'est plus de 600 millions d'habitants. C'est un véritable continent. En plus, l'Amérique latine est souvent victime de clichés, pays en voie de développement, pays instable, pays dangereux. Alors que ce continent est déjà fascinant et puis très proche, finalement, en particulier culturellement, de la France. Beaucoup de pays se sont inspirés des Lumières pour se libérer de l'influence espagnole, à tel point que de nombreux latino-américains sont francophiles et francophones. Plusieurs exemples dans cet esprit-là, la devise du Brésil, Ordre et Progrès, qui a été inspirée par Auguste Comte. Un autre exemple qui est plus proche, j'allais dire, de l'école, qui concerne le lauréat d'une médaille Fields, le prix Nobel des mathématiques, parce que nous avons l'habitude de recevoir à l'école des médailles Fields, donc en particulier Cédric Villani il y a quelques semaines. Eh bien, Arthur Avila, donc, qui a la médaille Fields 2014, est un ancien étudiant brésilien en France, et donc qui est aujourd'hui professeur franco-brésilien dans notre pays. L'école, au-delà des médailles Fields, possède un lien particulier avec ce continent. En effet, parmi les 4 pays cibles de la stratégie à l'international de l'Institut Mintelecom, figure un pays en Amérique latine, c'est la Colombie. Et l'école pilote pour ce pays, donc chaque pays cible a une école référente, l'école pilote, c'est IMT Minalbi, cette école. En Amérique latine, nous avons 22 accords aujourd'hui de coopération, en particulier, enfin pour l'année 2018-2019, c'est un tiers de l'ensemble de nos accords de coopération. La moitié de nos étudiants internationaux dans le programme Grande École sont latino-américains. 60% des étudiants lauréats des bourses Eiffel à l'école sont aussi latino-américains, qui viennent de Colombie, du Brésil ou du Mexique. La semaine prochaine se tiennent à Medellín les assises franco-colombiennes de l'enseignement supérieur et de la recherche, et l'IMT, par mon intermédiaire, cette fois-ci, y tiendra une place particulière et je serai présent sur ce continent. Et pour finir, tout récemment, nous avons mis sur pied avec nos camarades colombiens une école d'été en espagnol, en plein cœur de l'Amazonie, pour montrer ce que peut être le développement, et en particulier durable, sur cette région du monde. Voilà, c'est quelques exemples de nos actions sur ce continent. Je finirai peut-être par une anecdote pour revenir sur les liens entre la France et l'Amérique latine. L'année dernière, donc, une délégation de l'école s'est rendue en Colombie pour rencontrer nos partenaires principaux. Et en fait, nos réunions se sont tenues toutes pour moitié en espagnol, parce que nous étions tous hispanisants, et toutes pour moitié en français, puisque nos correspondants étaient francophiles et francophones. Ça marque vraiment, je pense, l'attachement à la France de ces pays. Et puis, ça montre aussi qu'il y a une autre voie que l'hégémonie de l'anglais dans notre monde. Bon, vous n'êtes pas venu ici pour m'écouter, mais plutôt pour écouter M. Laforêt. Donc j'ai vraiment un grand plaisir à vous laisser la parole pour nous présenter ce merveilleux continent et surtout ses multiples opportunités. Merci encore d'être là. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir, parce que par cette belle soirée estivale où il y a sûrement beaucoup d'autres attraits, se promener sur les berges du Tarn. Et comme je suis arrivé, moi, à midi dans cette belle ville la nuit, j'ai pu, même si j'étais déjà venu une fois, apprécier toute la beauté de la ville et ses charmes. Donc, merci d'avoir consacré cette soirée à parler ensemble de l'Amérique latine et des Caraïbes. Merci beaucoup à Monsieur le Directeur pas simplement pour vos propos, mais pour votre accueil depuis le milieu de cette journée. Peut-être 2 mots pour vous dire finalement comment je me retrouve ce soir avec vous à Albi. C'est, comme souvent dans la vie, un concours de circonstances. La première raison, c'est que moi, je suis diplomate de carrière du ministère des Affaires étrangères, aujourd'hui de l'Europe et des Affaires étrangères, où je suis rentré il y a exactement 30 ans.
et où, fait qui n'est pas très très fréquent au Quai d'Orsay, j'ai consacré 80% de ma carrière à l'Amérique latine, que ce soit à Paris sur des postes au ministère en lien avec l'Amérique latine, que ce soit donc dans des pays d'Amérique latine, puisque j'ai travaillé dans l'ordre chronologique en Argentine. Ensuite, je suis allé au Brésil 2 fois, donc j'ai passé 7 ans au Brésil, dont 4 ans à São Paulo, qui est cette grande métropole du sud du Brésil, capitale économique du pays, comme consul général. Et j'ai ensuite été pendant 4 ans ambassadeur au Venezuela, pays dont on parle beaucoup ces jours-ci, donc entre 2009 et 2013, et ensuite pendant 4 ans ambassadeur en Colombie, donc de 2013 jusqu'à 2017. Et depuis l'an dernier, je suis, ce qui est pour moi une destination beaucoup plus exotique, je suis à Toulouse, conseiller diplomatique auprès du préfet de région. Et donc à ce titre-là, donc j'interviens pas simplement avec les représentants de l'État dans la région, mais aussi avec tous ceux qui ont des projets à l'international et pour lesquels bénéficier du réseau du ministère des Affaires étrangères peut présenter un intérêt. Donc ça va des collectivités territoriales, en passant par les universités qui ont évidemment, pour lesquelles l'internationalisation est aujourd'hui un enjeu majeur, mais ça peut être aussi des ONG, des entreprises, etc. Enfin tous ceux qui ont une activité à l'international et pour lesquels l'expérience ou l'expertise du Quai d'Orsay qui transite par moi peut être d'un intérêt. Alors dans ce cadre-là, il y a une initiative qui s'est développée ces derniers mois ici, qui s'appelle la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, qui est en fait quelque chose qui existe depuis 2014, qui en fait remonte à l'année 2011, puisqu'en 2011, le Sénat français a adopté à l'unanimité, ce qui n'est pas très fréquent dans nos assemblées, une résolution qui avait fait du 31 mai la journée de l'Amérique latine et des Caraïbes en France. Alors pourquoi ça a été fait? Parce que c'est sans précédent, il n'y a pas de journée de l'Afrique, il n'y a pas de journée de l'Asie, il n'y a pas de journée de l'Océanie. C'est parce que 2011, donc ça intervenait après l'année 2010, qui était une année qui marquait le bicentenaire de beaucoup d'indépendances pays d'Amérique latine, comme l'a rappelé le directeur, tous ces mouvements d'indépendance. Et vous allez voir, c'est important pour pouvoir apprécier la relation que la France entretient aujourd'hui avec cette région du monde. Ces mouvements d'indépendance ont beaucoup été aidés indirectement déjà par, j'allais dire, l'épopée napoléonienne en Espagne, et donc qui s'est d'ailleurs très mal terminée pour Napoléon, puisque c'est le début de la fin quand même pour Napoléon, mais c'était aussi quelque chose qui a beaucoup affaibli la monarchie espagnole et donc qui a permis aux indépendantistes en Amérique latine de progresser plus rapidement que prévu sur la voie de l'indépendance. Donc cette journée est devenue, je résume, en 2014 est devenue à l'initiative du président de la République une semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, avec la volonté de sortir un petit peu des palais du 7e arrondissement pour être plus présente en région et surtout pour toucher plus aussi le grand public. Donc depuis 2014, chaque année, aux alentours du 31 mai, s'organise un certain nombre de manifestations dont l'objectif est de faire connaître l'Amérique latine dans notre pays, de faire connaître le travail des associations, des institutions, des universités qui travaillent avec l'Amérique latine et qui visent aussi à construire et renforcer les liens entre la France et l'Amérique latine. Alors pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais de manière très curieuse, donc là, nous en sommes donc à la 6e édition, et jusqu'à l'année dernière, l'Occitanie était pratiquement la lanterne rouge des régions françaises dans l'organisation de cette semaine. Ce qui fait que moi, quand je suis arrivé ici il y a 1 an, confronté à cette réalité, j'ai trouvé ça quand même extrêmement curieux, dans une région qui est déjà géographiquement proche d'un grand pays de langue espagnole, qui également, de par un certain nombre de raisons historiques, à commencer par l'exil républicain espagnol, dont on commémore les 80 ans cette année dans la région, est une région quand même assez fortement marquée par cette empreinte hispanique, même si elle n'est pas directement latino-américaine. Une région où il y a 2200 étudiants latino-américains inscrits dans les universités des académies de Toulouse et de Montpellier. Et malgré tout ça, on faisait 3 fois moins d'événements que dans la région centre-Val-de-Loire, qui n'est pas tellement marquée par sa relation historique avec l'Amérique latine. Donc avec un certain nombre d'autres personnes, notamment à Toulouse, le directeur de l'Institut Cervantes, la directrice d'une institution qui est très active à Toulouse, qui s'appelle la Maison universitaire franco-mexicaine. Bon, on a décidé peut-être de changer un peu ça, puis d'essayer n'importe comment. Ça coûte rien d'essayer. Voilà.
Et donc nous pensions au début, quand nous sommes lancés dans cette aventure à la fin du mois de janvier, donc c'est assez récent, et avec le secret espoir de passer de un événement, puisque ça avait été le nombre d'événements organisés dans toute l'Occitanie l'année dernière, de passer de 1 à 10, qui était déjà une progression fulgurante, et voilà, et finalement nous en organisons 75. Donc vous pouvez imaginer à la fois, bon, quand même, le bonheur qui est le nôtre d'être parvenu à ça, mais également la difficulté à gérer avec des moyens qui sont... Tout ça sans aucun argent public, et uniquement avec la bonne volonté des gens. Léonore, qui est ici, qui est colombienne, depuis le début, à titre bénévole dans cette aventure, elle représente un peu un assez grand nombre, surtout évidemment des jeunes, mais pas uniquement des latino-américains, des Français qui, à Toulouse, se sont lancés dans cette aventure. Et donc c'est dans ce cadre-là, de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, qu'après avoir retrouvé par hasard, à l'occasion d'une réunion à Toulouse, Alexis Carrière, qui avait été pendant 6 ans le représentant du réseau des instituts Mintelecom à Medellín, donc la deuxième ville de Colombie, le retrouvant un peu par hasard à Toulouse, ne sachant pas qu'il était de retour à Albi, et lui se doutant encore moins évidemment que j'étais à Toulouse. Bon, on a décidé de faire quelque chose. Quand il m'a invité à venir ici, on s'est dit finalement autant le faire pendant la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. Donc voilà un peu la jeunesse de cette affaire. Je vous le dis parce que l'année prochaine, on espère bien être beaucoup plus présent encore à Albi que cette année, déjà évidemment avec l'Institut Mintelecom et éventuellement avec d'autres acteurs, puisqu'on espère bien que ces 75 manifestations sont un peu une phase de transition et que l'année prochaine, on va dépasser le cap des 100 et voire plus et être beaucoup plus présent, sortir un peu de Toulouse, parce que c'est vrai qu'on est très concentré sur Toulouse, ce qui est un peu normal puisque c'est à partir de là qu'on a organisé tout ça. Et finalement, alors après je vais passer à un texte un peu plus formel, mais la première leçon qu'on tire de tout ça, bon, vous savez, 75 manifestations, c'est pas non plus des événements, mais ce qui est frappant, c'est la très grande réceptivité on a à peu près une quarantaine d'acteurs, d'associations différentes, associations, universités, quelques entrepreneurs. Et ce qui est frappant, c'est de voir que alors comment le dire sans faire de la peine à qui que ce soit, mais globalement, donc on va généraliser un peu le propos, quand on regarde le très faible nombre, supposez même qu'il y en ait un, de coopération qui existe entre les collectivités territoriales de cette région en Occitanie et l'Amérique latine, y compris pour eux, c'est un peu une découverte de s'apercevoir qu'il y a sur leur territoire des dizaines ou des centaines de personnes qui consacrent une partie de leur temps et de leur activité, alors soit professionnelle, soit à titre bénévole, pour travailler avec des pays d'Amérique latine. Et donc ça, c'était un des premiers objectifs qu'on s'était fixé avec cette semaine, c'était de rendre plus visibles des choses qui se faisaient déjà, mais qui étaient largement méconnues de la part des décideurs politiques, ou voire même des décideurs économiques. Je peux vous dire que, par exemple, hier, à Toulouse, on avait une activité organisée par les conseillers du commerce extérieur de la France et une association qui s'appelle le Club des exportateurs de France, donc très centré sur le thème exporté en Amérique latine. Et c'était la première fois depuis qu'ils existent qu'ils faisaient un sujet sur l'Amérique latine, parce que autant ça paraît naturel de parler de l'Asie, etc., autant sur l'Amérique. Et bon, et on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de choses à faire et que cette région n'est pas la plus mal placée pour travailler avec l'Amérique latine. Donc voilà, donc le but un peu de cette soirée, c'est de vous dire un peu... bon, je vais essayer de ne pas être trop long, parce que moi, ce que j'aime surtout, c'est qu'on discute ensemble, c'est-à-dire que, dans la mesure du possible, répondre à vos questions si je peux. Si je ne peux pas, ben, je vous le dis, on passe à la question suivante. Mais j'aimerais surtout qu'on ait cet échange-là. Alors, juste peut-être pour engager la conversation, bah déjà, le directeur a cadré déjà sur un certain nombre de sujets importants. C'est-à-dire que quand vous avez dit que bon, c'est 600 millions d'habitants, alors un homme d'affaires va voir un marché de 600 millions de personnes, d'autres des responsables d'institutions universitaires et de recherche vont y voir aussi un potentiel énorme de plusieurs millions d'étudiants, puisque c'est un continent jeune, c'est-à-dire où il y a, je pense qu'à peu près pas loin de la moitié de la population à moins de 30 ans en Amérique latine, peut-être même encore moins que ça. Donc, vous voyez, et donc la question de l'éducation et de l'éducation supérieure est un défi majeur. C'est sans doute le principal défi dans une région du monde qui est encore extrêmement inégalitaire et où, bon, malheureusement, y compris dans l'éducation, ça marche à deux vitesses un peu à l'américaine. Hein, c'est-à-dire que si vous avez de l'argent, eh bien, vous êtes bien éduqué, bien soigné, et puis vous avez ensuite une vie qui n'est pas désagréable. Et si vous n'en avez pas, il y a quand même très peu de mécanismes publics qui permettent de corriger cette inégalité de départ.
Donc c'est un continent aussi où la France est présente, mais de deux manières. Donc elle est présente par son réseau d'ambassades, de consulats, etc., qui est, d'ailleurs c'est une fierté du ministère des Affaires étrangères d'avoir maintenu à peu près le troisième réseau au monde par le nombre d'ambassades et de consulats. Donc sur l'Amérique latine et les Caraïbes. L'Amérique latine et les Caraïbes, c'est 33 pays, puisque vous en avez 14 qui sont souvent assez petits dans les Caraïbes, et il y a 24 ambassades de France sur ces 33 pays, ce qui est sans doute, avec l'Espagne, le réseau le plus important. Mais un autre élément de présence de la France en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui est pas forcément méconnu, mais auquel on ne pense pas spontanément, c'est le fait que la France a des collectivités territoriales dans cette région du monde. Elle en a évidemment dans les Caraïbes avec la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin, dont on a beaucoup parlé, et Saint-Barthélemy, dont on a beaucoup parlé quand il y a eu cet ouragan. Et elle en a en Amérique du Sud avec la Guyane. Alors, un des objectifs de la diplomatie française, moi je vous parle très librement, hein, donc même si je suis toujours payé par le ministère des Affaires étrangères, un des objectifs, mais qui n'est pas facile, qui est facile à afficher, c'est en termes de, moi j'en ai fait beaucoup, c'est l'insertion régionale de nos collectivités dans leur environnement régional. Et cette insertion n'est pas si facile que ça, parce que vous êtes si on se limite aux Caraïbes, dans une région déjà où il y a une très grande diversité linguistique, puisque donc on y parle espagnol bien sûr, mais on y parle français, on y parle néerlandais, on y parle anglais, et nos compatriotes qui vivent en Guadeloupe et en Martinique n'ont pas forcément des compétences linguistiques très développées, donc ont cette difficulté à échanger avec leurs voisins des autres îles. Il y a des difficultés énormes de liaison entre c'est-à-dire que, par exemple, pour vous donner une anecdote, moi quand j'étais au Venezuela, il y avait parfois des conférenciers, il y avait des Français qui travaillaient dans des universités vénézuéliennes et qui étaient invités en Guadeloupe pour faire une conférence. Et parfois, ils devaient passer par Orly, c'était plus simple. Parce que sinon, il fallait faire pratiquement le tour de l'Amérique, passer par les États-Unis où les questions de visa sont toujours compliquées. Voilà. Et donc, vous vous rendez compte que dans ces conditions-là, c'est pas facile de s'insérer dans son environnement régional, même si on le souhaite. Donc ça, c'est un véritable défi. Alors, ensuite, sur la relation de la France avec l'Amérique latine, donc c'est une relation qui est ancienne, puisque je vous disais, dès les indépendances, la France a été, en tous les cas, intellectuellement très présente en Amérique latine. Comme la France n'est pas une ancienne puissance coloniale, à la différence de l'Afrique, elle est extrêmement bien perçue. La culture française est très très appréciée en Amérique latine. Je vous le dis parce que, bon, si vous avez voyagé, vous avez pu vous en rendre compte, mais bon, on ne peut pas forcément voyager dans le monde entier, donc on n'a pas forcément cette... C'est assez impressionnant de voir l'attachement qu'ont dans tous les pays, alors ça peut changer d'un pays à l'autre, mais dans tous les pays d'Amérique latine, un très grand attachement envers la France et envers la culture française. C'est-à-dire que, alors maintenant évidemment, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec la montée des États-Unis, tout ça c'est un peu... Mais même encore aujourd'hui, même si l'anglais évidemment est devenu la langue universelle et dominante, même encore aujourd'hui, l'Amérique latine est un seul exemple. L'Alliance française, comme vous le savez, développe l'enseignement de notre langue et notre culture à l'étranger. Je crois à 170 000 élèves en Amérique latine, c'est le plus grand réseau au monde. Alors qu'il y a 600 millions d'habitants, mais si vous allez en Asie, il y en a 2 ou 3 milliards, quoi. Et à un moment donné, par exemple la Colombie, que je connais un peu mieux, à une certaine époque, a été le premier réseau au monde. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'étudiants dans un pays de 46 millions d'habitants qu'aux États-Unis où ils sont 320 ou 330 millions, qu'en Chine, qu'en Inde, etc., ou qu'en Russie. Alors aujourd'hui, les autres mondes, donc la place relative a un peu baissé, mais c'est vous dire l'importance. On a aussi un très grand réseau d'établissements scolaires français. Et je peux vous dire que c'est on en discutait tout à l'heure lors du déjeuner, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire que quand vous avez un certain nombre de gens qui ensuite seront les dirigeants économiques, politiques, scientifiques, culturels des pays et qui apprennent votre langue, alors c'est jamais une garantie totale parce que vous pouvez ensuite trouver des gens qui parlent très bien français qui, pour une raison X, n'auront pas une relation optimale. Ça peut arriver, mais je veux dire, c'est quand même l'exception. Et donc c'est un puissant vecteur d'influence. Et là aussi, donc en Amérique latine, c'est un des réseaux les plus développés au monde d'établissements scolaires français. Et c'est quelque chose qui est très important. Et ça frappe toujours les gens quand ils se rendent là-bas. Vous l'avez cité aussi par votre propre expérience. Vous savez, vous allez au Japon ou en Chine, en Inde, etc., vous n'allez pas trouver la moitié de la salle qui
qui comprend votre langue, qui est capable de s'exprimer. Hein, vous allez en trouver. Hein. Et on a cette présence-là. Donc, alors, rien n'étant jamais acquis, il faut se battre pour la maintenir, parce que bon, c'est vrai que l'anglais, on ne cherche pas d'ailleurs à rivaliser avec l'anglais. Le défi qu'on a dans ces pays-là, mais ce n'est pas simplement que là-bas, vous savez, ça commence déjà avec l'Espagne, c'est que quand un pays n'enseigne de manière obligatoire qu'une langue étrangère, c'est normal, il va enseigner l'anglais, et donc vous allez être forcément en difficulté. Donc la bataille, c'est qu'ils nous enseignent 2 langues étrangères. Si d'ailleurs dans le monde contemporain, un jeune qui aujourd'hui ne parle pas 2 langues étrangères, je ne dis pas qu'il va rater sa vie, hein, c'est comme l'histoire de la Rolex, on peut très bien la réussir en ne parlant que sa propre langue. Mais enfin, si on en parle 2 de plus, ça ouvre quand même beaucoup de possibilités, et ça ouvre aussi beaucoup l'esprit de pouvoir voyager, rencontrer les gens, parler avec eux. D'autant plus, et ça par exemple c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué hier soir, Éléonore était présente à cette discussion avec les hommes d'affaires, il y avait deux personnes qui ont témoigné d'expériences réussies, de petites entreprises. Hein. Une d'entre elles, c'était une toute petite entreprise du fin fond de l'Aveyron et qui, sur un marché très très spécifique, a gagné des marchés notamment au Brésil, mais aussi dans des pays hispanophones. Et ils expliquaient, et c'était confirmé par des gens d'entreprises de taille un peu plus importante, du genre Airbus, vous voyez, qui expliquaient que les gens d'Airbus, c'est des gens qui vont un peu partout dans le monde. Et quand ils se sont retrouvés au Brésil ou dans un pays d'Amérique latine, stupéfaits de voir que non, il ne suffisait pas de parler anglais pour être compris. C'est-à-dire que dans ces pays-là, le fait de parler la langue, ou de faire l'effort de la parler, même si on la parle mal, est quelque chose de très apprécié. Et la dimension affective, voire émotionnelle dans une relation est très importante, y compris dans une relation d'affaires. Et c'est vrai surtout aussi pour les entreprises petites et moyennes qui sont souvent encore des entreprises familiales détenues par une famille. Et donc vous ne ferez pas une affaire si vous n'avez pas une relation personnelle, alors que vous pouvez le faire avec un Chinois, un Japonais, parce que n'importe quand vous n'allez pas comprendre exactement ce qu'ils pensent au moment où vous parlez. Avec des pays qui ont une culture latine un peu comme la nôtre, on peut parfois se méprendre, mais pour l'essentiel, c'est plus facile de se comprendre. Donc toutes ces raisons-là font que c'est quand même un continent avec lequel on a intérêt à faire plus d'efforts, je crois, pour... Alors là, je m'écarte un peu du texte qui est plus ce style Quai d'Orsay, mais moi, après 30 ans, dont 25 consacrés à l'Amérique latine, dont 20 sur place dans les pays d'Amérique latine, je pense quand même avoir un peu une vision des choses. Et je trouve qu'on ne fait pas assez d'efforts en direction de l'Amérique latine. Et souvent, je disais ça il y a une dizaine d'années, alors depuis, il s'est passé un certain nombre d'épisodes, et surtout des épisodes pénibles, comme les vagues d'attentats en France, mais ça ne change pas tellement mon analyse. Pourquoi finalement la diplomatie française, c'est-à-dire les ministres des Affaires étrangères, etc., font relativement peu de voyages en Amérique latine, alors qu'ils en font par exemple beaucoup au Proche et au Moyen-Orient? C'est pour 2 raisons. La première, c'est parce que ces pays-là, pour l'essentiel, n'ont plus de conflits interétatiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des conflits internes. Par exemple, la Colombie est un bon exemple de ça, ou la situation au Venezuela aujourd'hui. Mais il y a pratiquement, et ça fait des années qu'il n'y a pas eu de guerre entre des pays d'Amérique latine. C'est-à-dire les conflits se sont réglés de manière pacifique. C'est la seule région au monde qui est totalement dénucléarisée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des pays comme l'Argentine et le Brésil étaient en train d'essayer d'acquérir l'arme atomique, et à un moment donné, ils ont décidé d'arrêter et de passer un accord entre eux, et d'arrêter la course, ce qui n'est évidemment pas le cas, vous voyez, entre le Pakistan, Israël, l'Inde, etc. Donc c'est des pays qui ne menacent pas l'ordre international. Et c'est des pays où, et ça, on touche du bois, on leur souhaite, le terrorisme, sous la forme que nous connaissons depuis quelques années, n'est pas non plus présent. Donc de ce point de vue-là, ça ne demande pas d'être tout le temps présent pour essayer de les aider à régler ces crises-là. Donc on les laisse tranquilles et donc on va moins les voir. Et puis la deuxième raison qui fait que je trouve qu'on n'y accorde pas suffisamment d'intérêt, ça va vous paraître paradoxal, mais je suis intimement convaincu de ça, c'est que comme ces gens nous aiment beaucoup, voire même nous adorent, on considère que ce n'est pas la peine de faire trop d'efforts et que ça va toujours continuer comme ça. Et là, c'est comme dans la vie personnelle, conjugale, il faut de temps en temps manifester un certain intérêt pour que la machine reparte. Parce que... vous savez, après, il y en a d'autres qui arrivent. Alors, certains arrivent avec de l'argent que nous, on a moins. Et je peux vous dire qu'en Amérique latine, déjà, il y a des pays européens qui sont très actifs. Les États-Unis, bien sûr, et ça c'est assez normal, compte tenu de leur proximité, de leur poids, sont évidemment l'acteur dominant qui est encore le principal partenaire commercial, économique de tous les pays d'Amérique latine, mais de plus en plus concurrencé par la Chine, qui n'a peut-être pas encore la présence qu'elle a dans des continents comme l'Afrique,
mais qui très franchement, moi je le vois sur une dizaine, 10-15 ans, est en train d'avancer à une vitesse... Et donc, vous savez, le gâteau reste le même si la population augmente, la richesse du continent augmente aussi. Enfin, globalement, ça n'augmente pas à la même vitesse que l'appétit d'un certain nombre d'autres concurrents. Donc si on ne se bouge pas, les autres se bougent à votre place. Et ça, c'est vrai, par exemple, si on reste dans le domaine de l'éducation supérieure, de la recherche, de l'enseignement. Vous avez aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Amérique latine, et donc ça, l'IMT peut en témoigner puisqu'ils l'ont vu sur le terrain, beaucoup d'établissements de très haut niveau. Vous avez rappelé cet exemple qui est peut-être insuffisamment connu de cette médaille Fields d'un chercheur franco-brésilien. Mais moi, par exemple, simplement pour vous, hier, j'étais à un événement dans le cadre de la Semaine d'Amérique latine à Toulouse, organisé justement par la Maison universitaire franco-mexicaine, avec des chercheurs mexicains de niveau international en matière d'astronomie. Quand vous parlez à un Français du Mexique, bon, je ne sais pas trop s'il a quelques références historiques, il va vous parler de Pancho Villa, hein, et le reste des mariachis, mais je ne suis pas sûr qu'ils pensent que c'est des gens qui ont un niveau en astronomie comparable au niveau qu'on peut avoir nous en France et en Europe. C'est la même chose sur le Brésil. Il y a beaucoup de stéréotypes sur l'Amérique latine. Moi, c'est quelque chose que j'ai... Le problème, c'est que tous les pays ont des stéréotypes. Le problème, c'est qu'il y a les bons stéréotypes et les mauvais. C'est-à-dire quand vous êtes en Amérique latine, la France traîne tout un tas de stéréotypes. Mais pour l'essentiel, c'est des bons stéréotypes. C'est la douceur de vivre, c'est l'art de vivre, c'est la gastronomie, c'est la mode, c'est Paris, la ville lumière, etc. Vous n'allez pas dire non. En même temps, c'est quand même des stéréotypes, parce que vous oubliez qu'on a quand même... on est une puissance spatiale, une puissance aéronautique, on a pratiquement créé le train à grande vitesse. Enfin, on a un pays qui a une forte puissance scientifique, parfois un peu occultée par cet aspect-là. Le problème de la plupart des pays d'Amérique latine, c'est qu'eux, les stéréotypes qu'ils ont, soit ils sont bons, mais ils les marginalisent. Brésil, c'est quoi? C'est la samba, c'est le football, etc. C'est Neymar, c'est machin. Et je vous dis, à côté de ça, c'est la 7e ou 8e puissance économique du monde, quand même. Et qui bientôt va, ce qui est d'ailleurs assez naturel, 220 millions d'habitants, ils vont nous passer devant. Et dans 10 ans, on en reparlera, on sera 7-8 rangs derrière le Brésil, on sera aussi dépassé par le Mexique. Ça, c'est une évidence. Mais quand vous parlez aux gens, eux, ce qu'ils voient, c'est plutôt cet aspect... Alors, en même temps, c'est très bien d'être connu par la samba, la salsa ou le football, qui sont des choses tout à fait passionnantes. Mais il ne faut pas que ça nous masque le fait que c'est un continent, aujourd'hui, où, dans beaucoup de domaines, peu à peu, il se développe à un niveau et où il y a même des choses qu'on peut apprendre de ces pays-là. Bon, je ne veux pas, moi, rentrer dans des terrains qui peuvent vite devenir glissants, mais regardez, par exemple, en France, on a eu tout ce débat. D'ailleurs, le président de la République a organisé un grand débat national. On a beaucoup parlé de ces histoires de démocratie participative versus ou complément de démocratie représentative. Moi qui étais au Brésil pendant toutes les années où il y avait le Forum social mondial, qui était un événement très important là-bas, des villes du Brésil étaient totalement gérées, notamment celle de Porto Alegre, par des mécanismes de démocratie participative. Et ça, c'était il y a 20 ans. Donc, si ces gens-là étaient venus en France ces dernières semaines, regarder tout ça, sur certains points, ils auraient trouvé qu'on réinventait un peu la roue quand même, parce que eux, ça faisait longtemps qu'ils le faisaient et qu'ils consacraient, par exemple, dans un certain nombre de villes, un pourcentage très important du budget qui était décidé non pas par l'équipe municipale, mais par les habitants eux-mêmes. Alors ça commence à se faire dans un certain nombre de villes en France, mais ils nous sont pas attendus. Et il y a tout un tas de sujets sur lesquels aussi des expériences latino-américaines peuvent être plus avancées que des expériences européennes. Donc tout ça pour vous faire comprendre que je suis effectivement un ardent défenseur de la coopération avec l'Amérique latine. Avant que j'oublie, mais parce que je voudrais rebondir quand vous avez parlé de la devise d'Auguste Comte au Brésil, parce que moi je l'ai découvert qu'en y allant, la devise est incomplète. Parce que la devise exacte d'Auguste Comte, c'est « Amour, ordre et progrès ». On a dû penser que ça ne faisait pas sérieux de mettre amour sur son drapeau, donc on a enlevé amour et on a laissé que l'ordre et le progrès. Ça aurait peut-être tout changé si on avait laissé l'amour aussi sur le... Mais ça, c'est aussi un exemple intéressant, parce que qui connaît encore Auguste Comte en France? Qui sait ce qu'est le positivisme? Peut-être que vous connaissez, bravo, mais il y a très peu de gens. Vous allez au Brésil, je ne vais pas vous dire que tous les Brésiliens le connaissent, mais c'est quelque chose qui est connu assez largement.
Et donc ça aussi, c'est une empreinte française qui est assez étonnante. Quelque chose qui même ensuite a un peu périclité chez nous est resté vivace dans un pays qui n'est pas quand même le plus petit des pays d'Amérique latine, puisqu'on parle quand même d'une puissance de plus de 200 millions d'habitants. Donc c'est vous dire que et je pourrais multiplier les anecdotes, il y a tout un tas de biais par lesquels on s'aperçoit que l'influence de la France est très forte dans cette région du monde. Alors, en même temps, bon, je ne vais pas vous peindre totalement en rose. L'Amérique latine, c'est, vous l'avez dit, 600 millions d'habitants. C'est difficile D'ailleurs, il y a des gens qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire Amérique latine? Parce que quand on réfléchit, Amérique latine, c'est comme dans beaucoup de choses, c'est une construction historique. Ça a été créé à l'époque de Napoléon III. Comme d'habitude, c'est les Français, évidemment, qui l'ont créé. Parce que pourquoi appeler ça Amérique latine? Parce qu'ils parlent des langues latines. Mais nos amis espagnols ne parlent pas vraiment d'Amérique latine. Pour eux, il y a l'Amérique hispanique ou l'Amérique ibérique, si on veut y rajouter donc celle de langue portugaise avec le Brésil. Mais Amérique latine, c'est aussi un concept français. D'une certaine manière, on peut dire aussi qu'on a inventé l'Amérique latine de cette manière-là. Mais en réalité, c'est vrai que l'Amérique latine n'existe pas vraiment. Il y avait un journaliste très très connu, qui est mort depuis très longtemps, mais pour les lecteurs du Monde, qui était vraiment la référence, qui s'appelait Marcel Niedergang, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Les 20 Amériques latines ». Alors, je sais pas, il a sans doute vieilli le livre, parce qu'il doit avoir une trentaine d'années. Mais l'intuition, elle est exacte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une Amérique latine. Et c'est pas simplement ce qui différencierait le Brésil de langue portugaise des autres pays de langue espagnole, c'est que c'est des pays, et ce qui parfois peut fausser un peu les choses. C'est-à-dire que vu d'ici, on a l'impression qu'ils sont tous pareils. C'est comme si un latino-américain parlait de l'Europe en mettant les Finlandais dans finalement le même sac que les Espagnols ou les Portugais. Il s'apercevrait peut-être au bout d'un certain temps que c'est pas tout à fait pareil. Donc c'est un peu la même chose. Donc, il y a effectivement une diversité de pays. Il y a quand même quelques traits communs et qui ne sont pas tous positifs. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, on reprend les chiffres des Nations Unies pour qu'il n'y ait pas de contestation, c'est le continent le plus inégalitaire au monde. Et vous avez certains pays comme le Brésil qui sont parmi les pays les plus inégalitaires au monde, qui sont dans le top entre 5 et 10. La Colombie, c'est la même chose. C'est à la fois un pays qui est remarquable par son dynamisme, son développement, mais en même temps, ces pays-là, bon, finalement, c'est un peu l'héritage de leur formation historique. C'est un petit peu comme si nous, on s'était mal défait du féodalisme. Et vous avez dans beaucoup de ces pays 1%, par exemple, des gens qui possèdent la moitié de la superficie du pays. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça représente. Alors, en France, en ce moment, le sujet des inégalités est tout à fait à l'ordre du jour. Et il y a évidemment beaucoup de raisons pour ça. Mais quand vous donnez à un latino-américain l'écart qui existe en France entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, il pense que vous avez oublié un zéro. Parce que dans son pays, généralement, on rajoute un zéro. Et donc c'est quand même un facteur de faiblesse, parce qu'on ne peut pas construire un grand pays, une grande démocratie, sur la base de telles inégalités. Donc c'est un sujet qui est... Alors il y a eu un certain nombre de tentatives ces dernières années, dans certains pays, comme par exemple au Brésil, et la suite a montré que tout ça n'est jamais acquis. C'est-à-dire que c'est toujours un... Parce que, évidemment, ces inégalités, elles font beaucoup de pauvres et de défavorisés, mais elles font aussi une poignée de riches qui n'ont pas envie, spontanément. Il y a peu d'exemples dans l'histoire où les gens lâchent leurs privilèges parce qu'ils ont rarement cette vision de l'avenir qui consiste à penser qu'il faut en lâcher un peu pour que les choses marchent un peu mieux. C'est exactement le même débat qu'on a aujourd'hui sur la question du climat. Ça a beau être la tarte à la crème, on en parle de partout, mais quelles sont les décisions concrètes Parce que personne n'arrive à intégrer cette idée que si on ne fait rien, dans 50 ans, c'est fini. Parce que dans 50 ans, peu d'entre nous seront encore là. Ils sont peut-être là avec le directeur, quelques autres, mais voilà. Et donc c'est un peu la même chose. C'est aussi un continent qui, par rapport à l'Europe et à d'autres régions du monde, est très très urbanisé. Il y a plus de 80% de la population en Amérique latine vit dans des villes, ce qui n'est pas du tout le cas en Afrique, où on arrive tout juste maintenant à 50%. Et ça, évidemment, ça crée des situations qui sont assez différentes d'autres continents. C'est-à-dire que le fait de vivre dans une grande ville présente un certain nombre d'avantages en termes d'accession, quand ça existe, un certain nombre de services publics, etc. Mais ça crée, surtout dans ces pays-là où l'urbanisation s'est faite de manière relativement désordonnée, c'est un facteur de violence quand même très important. Et ça, c'est une des caractéristiques pas les plus attachantes de l'Amérique latine, c'est que c'est aussi le continent le plus dangereux au monde. Enfin, je dis pas ça, après je vais vous dire qu'il faut y aller, parce qu'il
Il y a beaucoup de choses à voir en Amérique latine, mais c'est une réalité. Et dans les grandes villes, quand vous regardez, elles sont beaucoup plus... Vous avez une liste des 10 villes les plus violentes au monde. Elles sont toutes... Je crois qu'il y en a 7 qui sont en Amérique latine, 2 aux États-Unis et 1 en Afrique du Sud. Donc, vous vous dites comment ça se fait. C'est d'ailleurs pas un phénomène latino-américain, c'est plutôt un phénomène américain. Donc, il faut quand même s'interroger. Et ça, c'est quand même une réalité. À côté de ça, quelles sont les opportunités, puisque le titre, c'était un continent d'opportunités. Donc, il y a ce que je vous ai rappelé au début, cette très grande proximité historique, culturelle, que la France a avec la plupart des pays de cette région. Il y a le fait que c'est un continent qui est très jeune. Et moi, je crois que j'ai toujours... Vous savez, là aussi, ce n'est pas une anecdote, c'est un constat. Moi, je suis arrivé pour la première fois donc en 1992 au Brésil. En 1992, la population du Brésil était la même que celle de la Russie post-soviétique, donc sur le périmètre actuel, on parle à périmètre constant. Il y avait à l'époque à peu près 140-145 millions d'habitants dans les deux pays. Il y en a toujours le même nombre en Russie, puisque la démographie s'est effondrée, et il y en a 210, 220 au Brésil. Donc c'est encore pareil, un homme d'affaires va dire miam miam, il y a 70 millions de types en plus, et c'est des gens qu'il faut équiper, qu'il faut former, etc. Donc c'est un signe de dynamisme qui est formidable dans la plupart de ces pays. Donc là c'est un atout énorme quand vous voulez coopérer avec eux, que ce soit dans les affaires, mais que ce soit aussi dans les échanges universitaires. C'est donc aussi un continent qui est confronté aux mêmes défis que les nôtres, et les défis, encore une fois, à mon avis, le défi, parce que si on veut en voir qu'un, c'est quand même celui de l'avenir de la planète, l'avenir du climat, l'avenir de la biodiversité. C'est le continent où il y a la plus grande biodiversité au monde. Alors tout le monde s'en doute plus ou moins quand il pense au Brésil, parce qu'il pense à l'Amazonie, etc. Mais peu de gens savent que, par exemple, le deuxième pays pour la biodiversité au monde, c'est la Colombie, qui est quand même un territoire beaucoup plus petit, puisque la Colombie, c'est à peu près 2 fois la France. Donc vous voyez, par rapport à la masse du Brésil, localement, ça peut paraître petit, mais c'est aussi la deuxième biodiversité au monde. C'est le continent où il y a les plus grandes réserves d'eau douce, ce qui aujourd'hui intéresse moyennement, mais qui demain peut devenir malheureusement une source de conflit, comme l'est aujourd'hui le pétrole dans d'autres régions du monde, parce que quand ça va commencer à manquer, on va commencer à lorgner sur ces régions qui sont les plus grands réservoirs d'eau au monde et qui se trouvent tous en Amérique du Sud. Donc sur tous ces défis de la transition énergétique, de la transition écologique, je crois qu'avec beaucoup de pays d'Amérique latine, on a beaucoup de choses à faire ensemble. C'est aussi je le disais à plusieurs interlocuteurs, finalement, qu'est-ce que vous avez en Amérique latine? Beaucoup d'eau, beaucoup de vent, beaucoup de soleil. Et qu'est-ce qu'on veut faire maintenant dans la transition énergétique? C'est faire marcher l'énergie avec plus d'eau, plus de soleil et plus de vent. Donc il y a là des marchés énormes où on peut faire se rencontrer à la fois les connaissances, la technologie de notre pays, enfin des pays européens, et puis les besoins de ces pays-là. Voilà, donc je suis désolé pour les interprètes parce que je crois que ça n'a pas tellement ressemblé à ce qui était marqué sur le papier, mais je pense qu'ils s'en sont quand même très bien sortis. Moi, je vais peut-être en rester là parce qu'encore une fois, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on puisse discuter ensemble à partir de vous. Déjà, qu'est-ce qui vous a amené ici? Parce que je sais que peu de temps avant moi était passé Cédric Villani. Je comprends pourquoi on se déplace pour venir passer une soirée avec Cédric Villani. Je suis plus conscient de mon rôle beaucoup plus modeste. Donc je me dis c'est quand même intéressant que tous ces gens-là soient venus ce soir pour qu'on parle ensemble de l'Amérique latine. Donc il y a forcément quelque chose qui vous a attiré, soit parce que vous la connaissez déjà et donc vous avez eu des expériences et que d'une certaine manière vous voulez en reparler, soit au contraire vous connaissez mal et vous vous êtes dit tiens finalement l'Amérique latine. Donc voilà. Donc moi je suis ouvert à toutes vos questions. Donc pour moi il n'y a aucune question taboue. Si je ne peux pas répondre, je vous le dis plutôt que de répondre n'importe quoi. S'il y en a une qui me gêne sur un plan politique ou je ne sais quoi, je vous le ferai comprendre aussi. Donc je vous ferai comprendre que la réponse elle est un peu convenue, mais j'espère qu'il n'y en aura pas trop de ce type-là. Voilà. Et merci beaucoup pour votre attention. Alors il paraît que la première question c'est la plus difficile. Toujours, non ?
fait, je suis venue ici, c'est moi qui réponds à votre question, parce qu'en fait, je suis vénézuélienne. D'accord. Et j'avais su que vous étiez ambassadeur au Venezuela. Je ne m'imaginais pas que vous alliez faire cette approche qui me fait vraiment bien plaisir, parce que c'est vrai que c'est un continent qui est très stéréotypé et très méconnu ici en France. Mais je m'attendais, puisqu'il y avait aussi la question des mines, je faisais un rapprochement sur les richesses au niveau des mines. Ce que, bon, ce n'était pas forcément le sujet, mais bon, j'avais fait cet rapprochement. Et bon, je n'ai rien à vous poser comme question, parce que je n'ai qu'à vous dire merci d'être venu pour parler de ces continents. Malheureusement, le Venezuela aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. La richesse latino-américaine, elle est bien distribuée dans le continent américain. La France, elle occupe aujourd'hui une place qui est un petit peu en retrait, politiquement parlant, au niveau du continent, plus de l'Amérique latine, non, mais bon, de la situation politique, mais bon, on va parler de politique aujourd'hui. Au niveau du Venezuela, bon, mais c'est intéressant de voir qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse. Voilà, c'est tout. Tu voulais dire quelque chose ? Ce que je voulais dire à propos des ressources naturelles, ce qui est assez inquiétant en ce moment, c'est que l'on voit que beaucoup de ces ressources naturelles sont préemptées par la Chine, vous l'avez évoqué un petit peu, et également par la Russie. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu une approche très consumériste du continent latino-américain de la part de ces deux grandes puissances. Et ça, on ne l'évoque, à mon avis, pas assez. Non, mais c'est une question intéressante. Alors, je suis d'accord avec vous, madame, on ne va pas parler de politique, mais pour régler le problème, on va parler de géopolitique. C'est une manière, finalement, d'en parler de manière, je pense, plus satisfaisante pour tout le monde. Et cette question de l'appropriation des matières premières, elle est effectivement centrale. D'ailleurs, elle ne se pose pas qu'en Amérique latine, elle se pose aussi en Afrique. Et souvent, malheureusement, un pays qui est le mieux doté en matières premières, c'est souvent celui qui a le plus de difficultés à s'en sortir. Parce que, regarde, prenons l'exemple de l'Afrique, c'est évident. Partout où il y a du pétrole, où il y a des diamants, etc., il y a évidemment des conflits, et qui sont souvent des conflits alors qui en plus se superposent à des difficultés ethniques. Alors là, et ça devient des conflits. Enfin bon, vous connaissez ce sujet aussi bien que moi. Sur l'Amérique latine, heureusement, il n'y a pas ces conflits ethniques, mais c'est vrai que la question de l'appropriation des matières premières, c'est un sujet. Mais commençons par le commencement, c'est-à-dire que les premiers qui ont commencé à s'y intéresser et en partie à mettre la main dessus, ce sont les puissances occidentales. C'est-à-dire ce sont les États-Unis et puis un certain nombre de pays européens, parce qu'il faut quand même... vous prenez un pays comme la Colombie. Alors pour moi, j'étais très à l'aise, parce qu'en Colombie, il y a beaucoup de mines. Il y a des mines de charbon, ce qui est quand même aujourd'hui pas tellement écologiquement correct de continuer à exploiter des grandes mines de charbon. Bon, ça allait bien parce qu'elles étaient toutes détenues par des compagnies américaines, anglaises, canadiennes. Enfin bon, donc c'est quand même eux qui, dans un premier temps, d'une certaine manière, disons, je dirais pas se sont appropriés les richesses, mais enfin s'y sont intéressés et les exploitent en partie. Dans le cas du Venezuela, même pas uniquement d'ailleurs du Venezuela, c'est vrai que la Chine est devenue un nouvel acteur. Alors, dans un certain nombre de pays, d'ailleurs, elle ne les gère pas, elle les achète. Et si vous regardez le Venezuela, elle va au-delà de les acheter. Elle a mis la main aussi sur les portions de territoire où on les trouve. Mais si vous regardez l'histoire un peu économique de l'Amérique latine jusqu'à 3-4 années en arrière, un des problèmes de l'Amérique latine, c'est que c'est souvent des économies cycliques. C'est-à-dire vous avez une décennie qui est catastrophique, on appelle ça la décennie perdue. Après, vous en avez une autre où ça repart, c'est la décennie de prospérité, puis après, ça repart dans l'autre sens. En ce moment, on est plutôt reparti dans le mauvais sens, mais ce qui fait penser qu'on va bientôt repartir dans le bon sens. Parce que ça, c'est une chose, moi, qui me frappe. Je fais beaucoup de parenthèses, mais je vais revenir à la question de la Chine et des matières premières. Et ça, je le voyais quand un certain nombre d'autorités françaises venaient dans ces pays. Je pense que ce n'est pas strictement latino-américain, c'est peut-être américain, disons, par rapport à ce qu'on pourrait caractériser d'européen. C'est des pays où très souvent la situation est évidemment beaucoup plus difficile que chez nous, pour la majorité de la population, mais où les gens ont confiance dans l'avenir. C'est-à-dire parce que généralement ils pensent, et ce n'est pas totalement faux,
que leurs enfants vivront mieux qu'eux, et eux vivent déjà mieux que leurs propres parents. Alors qu'en France, on est en train de s'interroger sur le fait, est-ce que c'est toujours vrai? Parce que ça commence à ne plus l'être pour une partie de nos compatriotes. Donc ici, c'est la morosité, et là-bas, les gens ont plus d'optimisme. Moi, j'avais beaucoup de peine à comprendre. Vous savez, maintenant, ce qui est devenu à la mode, c'est de faire des indices du bonheur. C'est-à-dire que comment bon, alors après, ça vaut ce que ça vaut, c'est comme on en prend, on en laisse, mais ça donne quand même un certain nombre de tendances. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, parmi les pays les plus heureux, on y trouvait des pays comme le Venezuela ou la Colombie. Ou, par exemple, pour prendre la Colombie, c'est un pays qui, depuis 50 ans, a connu un conflit extrêmement meurtrier. Si on remonte à 50 ans, il y a au moins 500 000 morts. Si on remonte sur les 30 dernières années, il y en a quand même 300 000. 8 millions de victimes dans un pays de 46 millions d'habitants. 7 millions de déplacés internes, c'est-à-dire plus que record du monde avant la guerre en Syrie. Deuxième pays le plus miné au monde après l'Afghanistan. Et quand vous demandez aux gens, ils sont heureux. Il faut essayer de décrypter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que forcément leur condition objective, elle est enviable. Enfin, en tous les cas, elle n'est sans doute pas pour le français moyen. Mais c'est quand même des gens qui, bon an, mal an, ont confiance quand même dans l'avenir. Et ça, je trouve, c'est quelque chose quand même de formidable. Alors parfois, cette confiance peut peut-être être exagérée et un certain nombre d'élites dirigeantes en profitent. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc pour en revenir à la Chine, quand on regarde jusqu'à, disons en gros jusqu'à l'année 2000, enfin les économistes ne sont pas tout à fait là, pour certains c'est 2012, d'autres jusqu'en 2014, peu importe, il y a eu un boom du prix des matières premières, alimenté par la croissance chinoise supérieure à 7% par an. Et donc, tous les pays d'Amérique latine qui ont des ressources, alors c'est le cuivre au Chili, c'est le minerai de fer au Pérou, c'est le charbon en Colombie, c'est le pétrole dans un certain nombre de pays. Tout ça a tiré ces économies-là de manière fantastique, mais en même temps, ce que les économistes appellent un phénomène de reprimarisation des économies, c'est-à-dire que finalement, ça a un petit peu atténué les efforts qui étaient nécessaires pour diversifier l'économie. Et ça, moi, j'ai découvert ça au Venezuela. Je n'avais jamais rencontré une économie de rente. Vous découvrez ça dans les manuels, vous découvrez ça si vous allez dans les pays du Proche-Orient, dans les pays du Golfe, qui ne vivent que du pétrole. Moi, c'était la première fois que je voyais ça. C'est-à-dire un pays où 96% du revenu national des exportations, 96% vient du pétrole. Où il ne reste que 4% pour tout le reste. C'est-à-dire rien. Et donc là, le but finalement, pas simplement des classes dirigeantes, mais aussi de toute la population, le seul enjeu, c'est la redistribution de la rente. C'est même plus de savoir comment on la produit, parce qu'elle se produit naturellement. Il suffit d'appuyer, ça sort. Donc c'est ça. Donc après, on ne se bat que pour la redistribution de la rente. Et jusqu'au début des années 2000, la rente, elle ne s'est redistribuée qu'entre gens bien nés. Et quand un personnage qui est évidemment très controversé et décrié, mais moi, les gens en pensent ce qu'ils en veulent, mais quand Hugo Chavez a été élu président de la République en 1998, en 1996, les statistiques des Nations Unies indiquaient que 72% de la population du Venezuela vivait en dessous du seuil de pauvreté, ce qu'on a de la peine à comprendre dans un pays aussi riche. Et vous aviez des gens qui vivaient de manière extravagante, et avec des niveaux de consommation, d'ailleurs, qui faisaient l'affaire de toutes les entreprises françaises du luxe, etc., qui vendaient, mais à cette époque-là, on vendait presque autant. Écoutez bien, autant de whisky 12 ans d'âge au Venezuela qu'aux États-Unis, où il y a quand même 10 fois plus de consommateurs. Donc c'est vous dire un peu... Et du 12 ans d'âge, parce que le 8 ans, c'était... Non, c'était pas digne. Donc c'est ça, moi je pense, la malédiction du Venezuela, c'est celle-là. Alors après, on peut discuter de comment l'équipe en place aujourd'hui a accentué tout ça et a réussi à faire d'un pays très riche un pays pratiquement en ruine. Mais le cœur du problème, il est celui-là, c'est-à-dire que quand vous avez une rente, ça étouffe tout le reste. Donc ça vous détruit votre agriculture, parce que pourquoi se baisser et planter des pommes de terre, élever des poules, etc., alors que vous allez, avec l'argent de votre pétrole, acheter les poulets produits industriellement au Brésil, y compris parfois par des entreprises françaises, qui sont à peu près la même valeur nutritive que les poulets élevés au chlore aux États-Unis, mais enfin bon, en tous les cas. Et donc voilà, on importe avec l'argent de la rente, et puis terminé, et le reste, il n'y a plus rien. Et quand le prix du pétrole s'effondre, ce qui s'est passé en 2014, est divisé par 2, et qu'à cause de votre incompétence, vous produisez 3 fois moins qu'avant, et ben, vous divisez pratiquement par 6 la manne, et puis le pays, ben,
il est à l'agonie. C'est pas plus compliqué que ça. Alors après, c'est facile de dire, il faut diversifier. C'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Il y a très peu de pays pétroliers qui ont réussi à le faire. Il y a la Norvège, qui est un exemple particulier. Alors vous me direz, ils sont que 5 millions. Enfin, en tous les cas, tout l'argent du pétrole, ils l'ont placé dans des fonds qui leur permet maintenant de tenir pendant sans doute des siècles. Et les pays du Golfe commencent à se rendre compte de ça, qu'un jour, il n'y aura plus de pétrole, ou qu'on n'en aura plus besoin autant qu'aujourd'hui, qu'il faut faire autre chose. Nos amis vénézuéliens ne l'avaient pas encore vraiment compris. Aujourd'hui, ils payent quand même la facture assez cher. Bonsoir. Bonsoir. Je viens comme latino-américain parce que là-bas, jamais on connaît la comptabilité, ça n'existait pas. Pardon, un problème de pour comprendre un peu l'économie, mais là-bas, c'est un pays qui n'a pas de comptabilité pour moi, tu vois. Les comptes, ça n'existait pas un peu à niveau comptable. Bon, enfin. Il y a l'économie de la drogue. Ah oui, En fait, voilà, oui. un peu, je vais voir, c'est plus clair, voilà. Que ça joue un rôle très important, très pesant sur notre... Oui, alors bon, abordons ce sujet qui est un sujet essentiel s'agissant de la Colombie. Ça, autant la malédiction du Venezuela, c'est le pétrole. Il y avait un Vénézuélien connu, mais dont j'ai évidemment oublié le nom, qui disait, j'ai trouvé que c'est assez connu comme phrase, mais elle est très exacte, c'est que le pétrole, c'est l'excrément du diable. Vous pouvez réfléchir à cette image. La cocaïne, c'est sûrement un autre type d'excrément. Et la grande malédiction de la Colombie, c'est d'être un des seuls 3 pays au monde qui produit de la cocaïne, avec la Bolivie et le Pérou. Et d'être installé régulièrement, d'ailleurs, en tête des 3 pays. Après, il faut savoir exactement de quoi on parle. C'est-à-dire que si on regarde strict, parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus, on va aborder le sujet par l'aspect dont on parle le moins, qui est l'aspect strictement économique de ça. Que représente le secteur de la drogue dans l'économie du pays? Alors évidemment, vous allez me dire, c'est pas facile, parce que comme c'est de l'économie informelle, mais y compris les Européens, qui sont des gens inventifs, je ne sais pas si vous avez suivi ces débats il y a quelques années, ont décidé d'intégrer dans le calcul du PIB des pays européens, si les pays le veulent, ce n'est pas une directive de Bruxelles qui s'applique mécaniquement, chacun ensuite l'applique comme il veut, et on intègre dans le PIB les activités illégales, la prostitution, la drogue, etc. Et donc chacun, alors certains l'ont fait, nous on a fait un peu, je crois, sur la prostitution, on n'a pas voulu trop toucher à la drogue, les Anglais ont été plus radicaux, ils ont ajouté un point de PIB avec, etc. Donc pour vous dire que ce n'est pas facile à calculer, donc par définition, vous n'avez que des approximations. Quand il y a eu ce débat-là, donc c'était il n'y a pas longtemps, moi j'étais en Colombie, donc évidemment un débat devient rapidement planétaire, donc on a commencé à s'interroger sur quel était le poids exact de l'économie de la drogue dans l'économie colombienne, parce que beaucoup de gens ont l'impression que finalement ce qui fait tourner la Colombie, c'est la drogue, c'est faux. D'un point de vue économique, ce qui reste dans le pays est assez marginal. Ça fait gagner beaucoup d'argent en dehors du pays, et notamment aux banques qui recyclent l'argent. Et ces banques sont dans la plupart du temps dans des pays occidentaux, elles ne sont pas dans des pays latino-américains. En réalité, moi, l'analyse que j'avais vue, je crois crédible, c'est que l'ensemble du secteur informel illégal d'activité, parce qu'il y a un secteur informel d'activité légale, vous faites travailler des gens au noir, etc., pour faire des jeans, c'est de l'activité informelle, mais elle est légale. Enfin, elle est sur des produits légaux. Sur ce qui est sur des produits illégaux, donc trafic de drogue, trafic d'or, etc., tous ces trucs-là, ça représenterait à peu près au total 6% du PIB de la Colombie, dont la moitié pour la drogue. Donc on peut dire que ce n'est pas énorme. Par contre, le coût social de la drogue, il est terrible, parce que le principal carburant du conflit colombien, c'est la drogue et toutes les activités, la conquête du territoire pour la drogue, mais la conquête du territoire pour les mines d'or. Vous avez, par exemple, en Colombie, à peu près 1000 mines d'or illégales. 80% de l'or exporté de Colombie est illégal. Donc vous vous doutez bien qu'il y a bien quelqu'un qui a mis la main dessus. Et si ce n'est pas l'État, qui c'est? Eh ben, c'est soit des guérillas, c'est soit des paramilitaires, c'est soit des narcotrafiquants, essentiellement colombiens, mais maintenant avec les Mexicains qui arrivent, etc. C'est ça le coût principal de la drogue, c'est la déstructuration sociale. Et à un moment donné, surtout dans les années 80, mais c'est pas... vous gagnez tellement d'argent avec la drogue
que vous pouvez corrompre n'importe qui. Et donc, à des moments donnés, la justice est là, corrompue, la police est corrompue, des morceaux de l'armée est corrompu, etc. Les politiciens le sont aussi en partie. Et donc, il y a eu des épisodes plus ou moins aigus dans l'histoire de la Colombie, où évidemment, tout ça fait... Et ça déstructure aussi la société, pas simplement ces gens-là qui gagnent beaucoup d'argent avec ça. Mais c'est... Vous savez, après, c'est un problème d'échelle. Donc, ne me faites pas dire ce que je vais vous dire. Exactement, c'est un problème d'échelle, d'acuité, de degré, donc c'est pas du tout pareil. Mais regardez par exemple, dans les quartiers nord de Marseille, quand un jeune fait le guetteur pour un arrivage de hashish, qui est quand même un truc, je pense, beaucoup moins dangereux que de la cocaïne, et qu'avec son activité à la fin du mois, il va gagner plus d'argent que son père qui est au RMI ou au RSA, essayez ensuite de construire une... Bon, c'est dit. Alors, et quand vous avez à une échelle évidemment bien différente, avec des conflits meurtriers, etc., la même chose dans ces pays-là. Vous savez, quand vous avez un policier colombien, bon, un type qui est sur un port sur le Pacifique, on lui demande de fermer les yeux sur un chargement de bananes, il n'y a pas 36 solutions. S'il est coopératif, il ferme les yeux et puis il va toucher sur une opération l'équivalent d'un an de salaire. S'il n'est pas coopératif, on va lui montrer la photo de sa femme et de ses enfants, et il deviendra assez vite coopératif. Pourquoi? Parce que c'est l'ensemble du système qui n'est pas encore en situation de réguler tout ça. Des pays où encore la justice elle est quand même encore très faible, il y a beaucoup d'impunité, etc. Et donc, le principal ravage de la drogue, c'est ça. Et moi, je pense que le conflit colombien aura beaucoup de peine à s'arrêter tant qu'il y aura encore toutes ces zones de non-droit, tant que l'État ne sera pas capable de contrôler l'ensemble du territoire. Alors, à sa décharge, c'est pas un territoire facile, hein, c'est un pays où il y a 3 chaînes andines qui passent, la géographie est compliquée. Ceci dit, il y a d'autres pays dans le monde, la géographie compliquée, où l'État a réussi à s'imposer comme l'acteur principal dans le pays. Et ça, c'est le gros problème de la Colombie, c'est que l'État n'a pas le contrôle territorial, et bon, il la guère plus aujourd'hui qu'avant la signature des accords de paix. Tout ça, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, quoi, hein. Bon, et après, vous savez, il faut être aussi lucide. Il n'y aurait pas d'offre de drogue s'il n'y avait pas de demande. Alors la demande, là aussi, il faut casser un peu les stéréotypes, parce que moi j'ai beaucoup entendu ça dans les pays d'Amérique latine, quelque chose qui était peut-être vrai à une certaine époque qui est devenu faux, c'était quand même, nous on produit, mais c'est vous qui consommez. C'est évidemment vrai, mais malheureusement, quel est le deuxième pays consommateur de cocaïne au monde? C'est le Brésil, derrière les États-Unis. Et c'est assez naturel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez l'offre sur place, c'est évidemment, ça coûte beaucoup moins cher, etc., que vous avez une classe moyenne qui commence à imiter la classe... Parce qu'il faut arrêter les hypocrisies. Qui sont les meilleurs consommateurs de cocaïne en France? C'est tous ceux que vous entendez à longue journée dans les médias, etc., ou dans les milieux artistiques. C'est eux qui consomment. Et chaque fois qu'ils consomment, ils peuvent avoir peut-être la mort d'un Colombien sur la conscience, parce que les gens se sont entretués pour que la marchandise arrive et que dans les soirées parisiennes, on puisse passer la soirée à sniffer. Donc après, c'est un peu comme pour le climat. Il faut quand même aussi se regarder soi-même. Si on ne consommait pas, ils arrêtaient d'en produire. Moi, j'ai toujours pensé que la nouvelle qui sauverait la Colombie, la Bolivie et le Pérou, alors ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle après pour nous dans nos pays, c'est le jour où dans les cuisines européennes, on arrivera à faire le même produit sans avoir besoin de la feuille de coca. Après, si chacun se débrouille avec ses propres... Alors peut-être que là, on prendra le problème avec un peu plus d'acuité, mais à partir du moment où le coût social et le coût humain de tout ça, c'est les pays de production qui le payent. Et puis après, ça devient aussi un élément, bon, vous pouvez contester ce que je vais vous dire, mais c'est aussi un élément qui permet à certains pays de maintenir une forme de contrôle sur d'autres. Quand vous voyez comment les États-Unis, à partir de la lutte contre la drogue, maintiennent une emprise, y compris militaire, sur un certain nombre de pays sous prétexte de lutter contre la drogue, alors déjà, à la limite, vous pouvez dire non, c'est bien, etc. Bon, ok. Ce qu'on fait après, c'est que moi, j'ai toujours regardé une politique à ses résultats. D'ailleurs, c'est comme pour un établissement scolaire, hein. Ici, j'ai compris qu'au bout de 6 mois, 100% des élèves qui sortaient de l'Institut des mines télécom d'Albi avaient un travail. Donc voilà, moi j'ai juste le résultat. Quand j'étais en Colombie, c'était donc il y a 1 an ou 2, on a fêté, je crois que c'était le 15e anniversaire du plan Colombie, qui était un plan qui avait été mis en place par les États-Unis de lutte contre la drogue. Pendant ces 15 ans, les Américains ont déversé 10 milliards de dollars, et au bout des 15 ans, il y avait plus de superficie de coca qu'en 2001. Si c'est un succès, on peut effectivement faire des réunions pour se taper dans le dos et c'est reparti pour 15 ans. Donc il y a un problème.
Moi, je n'ai pas la solution, parce que si elle existait, on l'aurait déjà trouvée. C'est un sujet compliqué, puis en plus, dès que vous abordez ça, les problèmes de dépénalisation, de légalisation, alors là, vous rentrez dans des histoires d'en plus finir, chacun a son avis sur le sujet. Mais par contre, ce qu'il faut quand même regarder, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc il n'y a jamais eu autant de culture de coca en Colombie qu'aujourd'hui. Donc du coup, la marchandise n'a jamais été aussi bon marché, parce que c'est toujours pareil, vous avez beaucoup d'offres, les prix baissent. Et il n'y a jamais eu autant, enfin pratiquement autant de conflits pour la maîtrise de ça dans ces pays-là. Et finalement, tout le monde est perdant. Et en termes de santé publique, dans les pays de consommation, ben, ça ne baisse pas. Vous savez, par exemple, bon, je sors un peu du sujet, mais quand vous regardez, moi, c'est quand même un sujet qui m'interpelle. La France est le pays le plus répressif en Europe pour ce qui est de la marijuana. Et c'est le pays où on consomme le plus. Voilà. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Je ne dis pas qu'il faut tout légaliser, j'en sais rien, mais en tous les cas, il faut affronter le problème. On a la politique la plus répressive, et c'est là où la consommation augmente le plus d'année en année. C'est le cercle vicieux. Hein. Avec ça, on ne va pas s'en sortir. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, pendant que vous prenez la parole, sur cette question de la drogue, alors c'est plus sur la marijuana que sur la cocaïne, qui est un sujet qui est très compliqué. Vous avez un groupe d'anciens présidents latino-américains, et des gens qui ne sont pas du tout des gauchistes, hein, vous savez, des gens, souvent d'ailleurs d'anciens présidents de droite, qui se sont regroupés, je ne sais plus comment s'appelle leur association, et qui font des propositions, alors qui ici nous paraîtraient complètement... mais qui sont en réalité des propositions de bon sens, pour essayer de casser ça, quoi. Alors ils commencent par la marijuana, parce que bon... La cocaïne, après, moi je ne suis pas médecin, c'est plus compliqué. Ben, c'est casser en partie des cartels, c'est-à-dire qu'à partir du... Oui. Ne pensez-vous pas qu'actuellement, l'Amérique latine est en train d'hispaniser les USA? C'est-à-dire, bien sûr, on sait qu'il y a beaucoup de migrations qui se font, mais lorsqu'on est aux USA, entre autres à l'ouest des États-Unis, on s'aperçoit que l'espagnol se parle dans la rue. Et est-ce que ça ne promet pas, par ces mouvements de personnes, des grands changements, même pour les USA, sur le plan politique et autres? C'est une excellente question. Avant de venir, donc ma science est récente, mais comme il va y avoir le Marathon des mots, qui est un événement important de littérature à Toulouse à la fin du mois de juin, et l'invité, ce sont les États-Unis. Donc du coup, j'ai lu un article sur les États-Unis, moi qui m'intéresse d'habitude assez peu. Alors, en ce moment, c'est pas tellement non plus encourageant, quand on voit quand même qui est à la tête du pays. Et j'ai vu ce chiffre, donc c'est un chiffre tout à fait objectif. Aujourd'hui, les États-Unis sont devenus le deuxième pays hispanophone au monde, derrière le Mexique, où il y a 125 millions d'habitants, donc 125 millions d'hispanophones. Et le deuxième, c'est les États-Unis, où il y a 57 millions d'hispanophones, c'est-à-dire 10 millions de plus qu'en Colombie, qui est le troisième. La Colombie et l'Espagne, qui sont à peu près sur le même niveau, et plus qu'en Argentine. Donc c'est devenu déjà... Et il y a plusieurs États américains qui ont fait de l'espagnol leur langue officielle. Certains Mexicains appellent ça un peu la reconquista, c'est-à-dire après s'être fait voler la moitié de leur territoire par les États-Unis, ils sont en train de le reconquérir comme ça. Et effectivement, je trouve que c'est une très bonne question. C'est quelque chose... Enfin, moi, je ne connais pas très bien les États-Unis, en fait. Je connais plus ce qui serait, disons, la côte Est. Mais on peut se douter qu'à partir du moment où vous avez sur 330 millions d'habitants déjà 60 millions d'hispanophones, que la démographie est telle que voilà, tout ça, c'est quelque chose qui change beaucoup de choses dans le pays. Du coup, on a de la peine à comprendre pourquoi le président Trump veut punir ces pauvres Mexicains, parce qu'il y a 100 000 immigrants illégaux qui arrivent aux États-Unis chaque mois, franchement. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas les entreprises américaines qui demandent à Trump d'arrêter, parce qu'ils ont trop besoin de les employer, y compris de manière illégale. Hein. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. À partir du moment où vous avez déjà 57 millions de personnes qui sont hispanophones, ça devient un fait culturel et politique. Il y a des maires, des élus qui représentent ces communautés, surtout dans le système communautariste américain. Donc c'est effectivement quelque chose de très important. Et d'ailleurs même, vous savez, les hommes d'affaires sont des gens pragmatiques. Quand souvent vous demandez à une entreprise, peut-être moins pour les Français, mais pour beaucoup d'entreprises étrangères, vous leur dites, mais où est votre siège régional pour l'Amérique latine? Eh bien, une fois sur deux, ils vous disent que c'est Miami.
Moi, j'aurais une question sur l'enseignement supérieur et la recherche en France. Donc, le gouvernement d'Édouard Philippe veut augmenter les frais de scolarité pour les étudiants étrangers hors Union européenne, donc fait partie de l'Amérique latine. Est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait être un frein peut-être à ce continent que vous dites qui est une opportunité, notamment par sa population jeune? Oui, alors c'est une très bonne question. Ça fait partie des questions, disons, pour lesquelles soit je vous réponds de manière convenue, et je vous réexplique pourquoi il faut faire payer les étudiants étrangers, ou je vous dis ce que j'en pense vraiment, et c'est plutôt ce que je vais faire. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette orientation du gouvernement, parce que, bon, autant je partage évidemment l'objectif, qui est d'augmenter le nombre d'étudiants étrangers en France. Donc ça, c'est l'indication que le gouvernement français, mais ce n'est pas d'ailleurs d'aujourd'hui, depuis déjà quelques années, a compris que cet enjeu de l'internationalisation de l'enseignement, c'est un enjeu mondial, et que c'est très important d'accueillir le plus grand nombre possible d'étudiants étrangers. Moi, je dirais même que c'est aussi important d'envoyer un plus grand nombre d'étudiants français à l'étranger, mais ça, c'est pour autre chose, c'est pour aussi qu'ils connaissent le monde. Mais restons au sujet de l'accueil des étudiants étrangers. C'est vrai que c'est devenu un enjeu mondial. Et par exemple, prenez un pays comme l'Australie, qui est quand même un petit pays, je crois qu'il y a 20 millions d'habitants, ou 30, mais maximum en Australie, est devenu le 3e pays d'accueil des étudiants étrangers au monde, après les États-Unis et le Royaume-Uni, et devant la France. Parce qu'ils en ont fait, moi j'ai eu l'occasion d'y aller pour voir, enfin, j'ai trouvé que j'y suis allé, et c'est une véritable industrie. Ils sont maintenant à pas loin de 400 000 étudiants étrangers en Australie, puis ça augmente d'année en année, c'est quelque chose de très structuré. Donc qu'on veuille faire la même chose en France, c'est-à-dire en accueillir plus et les accueillir mieux, c'est un objectif tout à fait légitime. Après, il faut arriver à expliquer pourquoi en les faisant payer plus cher, ils vont venir plus nombreux. C'est à partir de là que moi je commence à avoir une petite divergence, mais bon, peut-être que dans quelques années, on va me montrer que les chiffres... Pour l'instant, quand même, les premiers chiffres dont on dispose montrent que ça baisse. Donc c'est un peu le bon sens. On se dit quand même que... Parce que le problème, c'est qu'en réalité, ça cache des situations très différentes. On en a discuté ensemble tout à l'heure. La situation est différente. Vous avez déjà... Alors, moi, je vais prendre un exemple, la Colombie. Mais à mon avis, vous pouvez l'étendre. En Colombie, vous avez 4200 étudiants colombiens en France, qui est le 2e contingent latino-américain derrière le Brésil, mais devant le Mexique, dans un pays qui est presque 3 fois moins peuplé que le Mexique. Donc c'est une espèce d'anomalie, mais positive pour nous. Il y a beaucoup d'étudiants colombiens en France. 70% de ces étudiants sont dans des universités publiques. C'est-à-dire des universités où l'enseignement est pratiquement gratuit. Les droits d'instruction sont relativement symboliques. Ils ont droit quand même à beaucoup d'avantages qui sont ceux des étudiants français. Donc pour eux, pour ceux qui viennent de familles qui n'ont pas les moyens de les envoyer aux États-Unis de 20 à 40 000 $ par an l'inscription, c'est une bonne alternative parce que nous avons de bonnes universités. Donc ça représente 70% du total. Donc vous faites 70% de 4002, vous faites rapide. Je suis passé de Riviani, ça fait à peu près 3000. Ces 3000 étudiants-là, si on leur dit demain, bon, ça sera 2300 pour la licence par an et 3003 pour le master et le doctorat, ouais, je peux déjà vous dire qu'il y en a la moitié qui ne viendront plus. Parce qu'ils ne peuvent pas venir, parce qu'ils ne pourront pas payer ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer encore d'aller dans quelques pays européens où on maintient la gratuité. Notre chance, c'est qu'en Espagne, qui pourrait être le principal rival à cause de la langue, c'est déjà payant. Où c'est encore gratuit, c'est l'Allemagne. Alors là, bon, évidemment, il fait froid, etc. L'allemand est une langue compliquée, mais enfin bon, vous savez, on s'y fait quand... Et donc, on va perdre des parts de marché. L'argument, c'est qu'à un certain nombre d'autres pays du monde que je connais moins bien, notamment en Asie, les gens, plus c'est cher, mieux c'est. Bon, c'est déjà vrai dans des enseignements qui sont payants, comme ici dans cette école, dans beaucoup d'écoles de commerce, etc. Donc là, c'est une autre dynamique. Bon, par exemple, les 30% d'étudiants colombiens qui viennent dans des établissements où ils payent, ben, ceux-là vont continuer à venir. Donc c'est pour ça, moi je ne suis pas persuadé... Alors, en fait, l'argument, et c'est aussi un argument économique, c'est de dire, surtout aux universités, parce que les autres ne sont pas concernés, ils les font déjà payer, de dire aux universités, voilà... On n'a plus tellement les moyens de vous aider à financer vos budgets, donc vous allez vous financer finalement d'une certaine manière avec les étudiants les étudiants étrangers, africains essentiellement, puisque la moitié des étudiants étrangers en France, 45%, sont africains, et il y a à peu près 30 000 étudiants latino-américains, qui évidemment ne représentent qu'à peu près un peu moins de 10% du total, qui seront les victimes collatérales, parce qu'en réalité, les gens qui sont ciblés, c'est les Africains.
Alors après, vous pouvez y mettre ce que vous voulez derrière, mais c'est ça quand même, parce que c'est les plus gros bataillons. Donc voilà, alors je crois que d'ailleurs le gouvernement s'est rendu compte quand même que cette affaire fallait peut-être pas forcément un peu l'aménager. Donc vous avez dû entendre parler de ça qui est assez étonnant. C'est au moment où on vote une loi qui va dans un sens, le ministère qui est chargé de la mettre en œuvre envoie des directives aux établissements concernés en leur donnant tout le mode d'emploi pour finalement toutes les dérogations possibles pour qu'il y ait le moins de gens qui soient concernés par les mesures. C'est quand même curieux. Mais enfin bon, c'est ce qui s'est fait, c'était publié dans la presse, ce qui fait que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mesures qui vont permettre à des établissements de ne pas appliquer l'augmentation. Il y a déjà d'ailleurs certaines universités qui ont décidé de ne pas l'appliquer. Mais bon, ça laisse quand même un peu songeur, parce que soit c'est bien, et dans ce cas-là, il faut y aller, pas faire de dérogation, soit c'est pas bien, et il ne faut pas le faire. Et là, on est un peu assis entre deux chaises. Moi, ce que j'espère, c'est que tout ça nuira pas à l'attractivité de la France. Parce que ça aussi, mais alors, là, oui, je ne devrais pas vous dire tout ça, mais c'est quand même la réalité. Ce débat a eu lieu en France il y a 3-4 ans, où déjà, donc c'était un autre gouvernement, un autre président, etc. Ils ont voulu faire la même chose. Et puis, il y a eu un débat au Parlement, parce que là, la concertation, elle avait eu lieu avant. Là, maintenant, elle a lieu après. Ça peut des fois entraîner des complications. Et donc, après ce débat-là, on a décidé de l'abandonner. Et quand on l'a abandonné, on a demandé à Campus France, qui est l'agence pour l'attractivité pour amener les étudiants étrangers en France, on lui a confié, enfin, il a ensuite confié à d'autres personnes, de faire une étude sur la réalité économique de ça. Est-ce que ça coûte de l'argent ou est-ce que ça en rapporte d'avoir 300 000 étudiants étrangers en France? Eh bien, le coût de l'étude est simple. En gros, on considère, pour faire une moyenne, qu'un étudiant, qu'il soit étranger ou français, coûte à peu près 10 000 € par an. À partir du moment où c'est gratuit, ça nous coûte 10 000 € par étudiant. Il y en a 300 000. Encore une fois, je ne m'appelle pas Vianney, mais j'avais lu le rapport. C'est 3 milliards. Ça coûte à la France et donc aux contribuables, à vous, ça vous coûte, vous financez une partie de ces 3 milliards d'euros pour accueillir les étudiants étrangers. Alors vous allez dire, c'est quand même pas normal, pourquoi moi je payerais avec ma petite retraite, avec mon truc, etc., payer pour les étudiants étrangers, etc. Mais il y a la colonne bénéfice. Et la colonne bénéfice, c'était 4,6 milliards. C'est quoi la colonne bénéfice? C'est le fait que ces étudiants-là, ils vont quand même dépenser en France un peu pour leur logement, leur transport, pour la culture, pour leur nourriture, etc. Leurs parents, leurs proches, leurs amis, etc. vont venir les voir. Et là, on a calculé que ceux qui voyageaient avec Air France. Parce que sinon, c'est un bénéfice pour des compagnies étrangères. Si vous prenez que ça rapportait 4,6 milliards. C'est-à-dire que le solde positif pour l'économie française, c'est 1,6 milliard. Je trouve qu'il n'y avait pas tellement de raison d'abandonner en route. Mais je pense que d'une certaine manière, on a privilégié le financement des universités, qu'on a de la peine, mais ça peut se comprendre aussi, qu'on a de la peine à assurer avec le budget de l'État, au détriment d'un bénéfice qui était un bénéfice plus global pour l'économie française. Et moi, je voudrais que quelqu'un vienne m'expliquer que je n'ai pas raison en vous disant ça. Mais j'aurais pas dû vous le dire, donc vous ne l'avez pas écouté. Il paraît que c'est en streaming et tout ça. Mais moi, je trouve que c'est légitime d'avoir ce débat-là, parce que au bout du compte, on a tous envie qu'il y ait plus d'étudiants étrangers en France. La question est de savoir si ces mesures-là sont bonnes et vont le permettre ou pas. On en reparle il faut laisser un peu du temps au temps. On en reparle dans 3-4 ans. Je ne suis pas forcément convaincu qu'on verra des chiffres. Ils peuvent augmenter, mais ils vont augmenter moins vite que la moyenne mondiale. C'est ça le problème. Bon, vous pouvez toujours augmenter, parce que ça augmente à une vitesse folle. J'ai oublié le chiffre, mais le nombre d'étudiants étrangers en mobilité dans le monde, ça devient phénoménal. C'est des populations, ça va atteindre les 100 millions. Donc vous voyez, vous avec votre petite part de marché de 300 000, même si dans 4 ans on me dit on est monté à 350, oui, mais les autres, par exemple, on est déjà menacé de passer à la 7-8e place mondiale. On a de la peine à croire ça, alors qu'on était longtemps les 3e. Après, je laisse le soin à des responsables d'établissement, aux enseignants, etc., de dire ce que ça apporte d'avoir des étudiants étrangers dans son établissement. Ça, je crois que j'en ai rarement entendu qui regrettaient d'en avoir et qui veulent en avoir moins. Donc c'est quand même le signe que c'est une richesse pour l'établissement. Oui, mais après, oui, tout à fait. Mais le problème, le plus souvent, à mon avis, là aussi, je n'ai pas de statistiques très fiables, il faudra regarder, mais le risque, il est souvent inverse. Mais en plus, la nature humaine, c'est ce qu'elle est, on ne va pas régenter la vie des gens. Mais beaucoup restent chez nous après. Pas parce ils restent chez nous, parce qu'ils travaillent chez nous et ils apportent à notre économie. Mais ils travaillent chez nous parce qu'ils se sont mariés avec un ou une Française, etc.
Et dans un monde idéal, il faudrait que tous ces gens qu'on forme chez nous, qui ont un bon niveau de connaissance, retournent chez eux pour en faire bénéficier leur pays. C'est comme ça le but. Alors, beaucoup rentrent, mais tous ne rentrent pas. Et nous, on essaye au moins d'avoir cette politique-là, mais vous avez des pays pour lesquels, d'ailleurs, c'est pas du tout cynique, puisque c'est affiché. Demandez à des Canadiens quel est l'objectif quand ils attirent des étudiants étrangers chez eux. C'est pas de les renvoyer chez eux, c'est de les garder au Canada parce qu'ils ont besoin de monde, parce que le pays est peu peuplé par rapport à l'immensité. Et donc, voilà, c'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Comment vous pouvez développer alors, le Canada, c'est pas un problème, c'est un pays développé, c'est pas un gros problème. Mais comment voulez-vous développer certains pays d'Afrique si chaque fois que le type est formé, devient médecin ou je ne sais quoi, il va exercer partout sauf dans son pays? Et donc c'est reparti, c'est sans fin le truc. Donc à mon avis, alors à côté de ça, il y en a notamment nos amis chinois avec lesquels il faut être évidemment assez attentif pour éviter que... Alors ceux-là, ils repartent, oui, ils repartent avec souvent dans leur bagage peut-être des choses qu'ils n'auraient peut-être pas dû emporter, mais bon. Pardon? Bien sûr. D'ailleurs, enfin, on en a parlé dans cette récente campagne électorale. Un des acquis quand même incontestables de l'Union européenne, c'est ce programme Erasmus qui a concerné des millions d'étudiants européens, qu'on essaye d'ailleurs aujourd'hui d'élargir au-delà des frontières de l'Union européenne, parce que c'est une chance formidable pour un jeune d'aller passer au moins 1 an dans un pays étranger, où non seulement il va se confronter à une autre réalité, une autre culture, etc., une autre langue, mais aussi il va croiser d'autres étudiants étrangers. Enfin bon, moi je ne l'ai pas vu le film, tout le monde l'a vu, sauf moi, l'auberge espagnole, il paraît que c'est ça. Bon, mais c'est ça, donc c'est une très grande chance. Donc nous, il faut aussi qu'on envoie plus d'étudiants étrangers. Et alors, puisque c'est le sujet de ce soir, il faut en envoyer plus en Amérique latine. Bien sûr. Non, mais c'est aussi comme ça qu'on se gagne une influence. Hein. Je le disais au déjeuner, on avait commencé, parce que bon, on a des chiffres assez précis sur le nombre d'étudiants étrangers en France. C'est plus difficile à savoir combien il y a de Français à l'étranger. Donc moi, quand j'étais en Colombie, je me suis dit à un moment donné, mais tiens, j'aimerais bien savoir combien il y a d'étudiants français en Colombie. Alors on a regardé ça, etc. Je suis pas sûr que le chiffre c'est tout. Enfin, il est quand même, je pense, assez proche de la réalité. On était arrivé à un chiffre de l'ordre de 500. Alors vous allez me dire, c'est encore très déséquilibré, 4002, 500. Mais c'est pas si mal que ça. Parce que quand vous voyez l'image moyenne, disons, de la Colombie pour un Français qui ne connaît pas, et c'est pas un jugement de valeur sur ce Français-là, c'est normal. Moi, je peux avoir la même impression sur un pays d'Asie, d'Afrique que je ne connais pas. Si j'en entends mal parler tout le temps, je vais hésiter à envoyer, si j'ai un enfant étudiant, à envoyer là-bas. Donc, il y a déjà 500 étudiants français en Colombie, c'est pas mal déjà. Parce qu'au Brésil, vous en avez beaucoup plus, en Argentine, où il y a un historique, etc. Mais ça, il faut qu'il y en ait chaque jour davantage. Et d'ailleurs, après, la sanction que vous avez, c'est toujours la même. C'est que quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils en pensent? Moi, j'ai vu pas mal de reportages, j'ai rencontré pas mal d'étudiants français quand j'étais ambassadeur en Colombie, pour discuter avec eux, savoir comment ça se passait, pourquoi ils étaient venus, etc. Et au bout d'1 an d'études, ils repartaient tous difficilement, parce que ça a été une expérience inoubliable pour eux. Donc, c'est pas simplement inoubliable parce qu'ils ont rencontré un Colombien et une Colombienne, ce serait quand même un peu court comme truc. Et c'est inoubliable parce qu'ils ont découvert des universités avec des campus magnifiques, avec... Bon, la sanction, elle est là. C'est-à-dire que si les gens, après, est allés quelque part, quand ils rentrent, ils disent surtout n'y allez pas, vous n'allez pas augmenter le flux. Si par contre, et maintenant n'importe comment, un gouvernement peut penser ce qu'il veut, il ne contrôle pas ça. Après, sur les réseaux, les gens ils s'envoient des trucs, etc. Moi, je voyais très bien comment ça fonctionnait en Colombie. Et les gens, alors, des gens pouvaient dire « Ah, Medellín, c'est Pablo Escobar, c'est je ne sais qui ». Pour les étudiants français qui étaient à Medellín, Medellín, c'était une ville où il était agréable d'être étudiant étranger. Donc je pense que là aussi, il faut faire un effort pour dire finalement il n'y a pas que les États-Unis ou l'Australie. Alors évidemment, je comprends que les gens qui ont besoin d'avoir un très très bon niveau d'anglais, ils aillent dans un pays anglophone. Mais celui qui l'a déjà, qu'il aille en Amérique latine, parce que l'espagnol est quand même la 2e langue parlée au monde. Hein. Donc une fois qu'on a déjà un bon niveau d'anglais, c'est ce que je vous disais au tout début, comme il faut parler au moins 2 langues étrangères, la 2e, ça peut être ou le portugais ou l'espagnol, et il n'y a pas meilleur endroit pour l'apprendre que d'aller en Amérique latine. Donc c'est un très bon argument de vente. Là, je fais un peu la publicité de la Summer School, comme on dit en français, qui va avoir lieu en Amazonie au mois d'août, qu'organise l'Institut Mines Télécom. Mais je crois que c'est important qu'on ait aussi beaucoup plus d'étudiants français qui aillent dans d'autres régions du monde.
Et là, puisqu'on parle de l'Amérique latine, qu'ils aillent en Amérique latine. D'ailleurs, pas simplement des étudiants, c'est important aussi, vous savez, dans les nouveaux dispositifs qui ont été mis en place ces dernières années, pour essayer aussi de développer le volontariat international, le service civique, etc. Essayer de faire en sorte aussi que ce ne soit pas toujours les mêmes qui aillent, c'est-à-dire que, bon, quand vous êtes à Bac plus 5, c'est assez facile d'avoir un statut de volontaire international, voilà. Et quand vous avez que le Bac, ou vous l'avez même pas, c'est plus compliqué. Donc là aussi, il y a un effort à faire pour permettre à ces jeunes-là aussi d'avoir cette chance-là d'aller à l'étranger, parce que c'est quelque chose qui peut aussi transformer leur vie. S'ils restent toujours dans leur HLM de banlieue, il ne faut pas s'étonner qu'après, à un moment donné, ça dérape. Hein. Et là, vous savez, moi, ça m'avait frappé, parce que j'étais jaloux quand étant en Colombie. Il y avait à peu près, paraît-il, à peu près 1000 volontaires français au Pérou. Enfin, toutes catégories confondues. Il y a d'ailleurs beaucoup qui étaient plus ou moins enregistrés. Enfin, disons, il y en avait 1 millier. Je trouvais ça très bien. Parce que déjà, ils apportent des choses, alors c'est des volontaires, ils aident au développement, ils aident dans des écoles, enfin il y a 1000 manières d'être utiles, et eux, ça leur apporte aussi énormément quand ils reviennent ensuite en France. Donc tout ça, il faut, disons, la mobilité de la jeunesse, il faut la développer. Alors c'est évidemment la plus importante, c'est les étudiants et les chercheurs, mais c'est aussi d'autres catégories de jeunes, peut-être moins favorisés de ce point de vue-là, mais à qui il faut essayer. Alors c'est pas facile évidemment avec l'Amérique latine, parce que c'est loin, le voyage coûte cher, bon c'est plus facile d'aller en Espagne, hein, mais bon... je pense que ça vaut la peine d'essayer. Quels sont les motifs pour lesquels ils rentrent en France, à part la sécurité sociale? Après, vous savez, chacun dans la vie a sa stratégie. Hein. Moi, je vais vous dire, j'ai passé 20 ans en Amérique latine. Pour des raisons variées, je n'irai pas finir mes jours en Amérique latine. C'est pas que ça me plaît pas, mais bon, moi, je suis très attaché à la France, donc je ne conçois pas les choses différemment. Mais il y a des gens qui partent plus jeunes, etc. Et qui, je disais tout à l'heure au directeur, quand on a fait cette étude sur le nombre d'étudiants français en Colombie, parallèlement, j'étais assez intrigué parce que j'arrêtais pas de rencontrer, enfin j'arrêtais pas, faut pas exagérer, mais de rencontrer des Français professeurs d'université colombienne, et donc recrutés par l'université, payés par l'université, comme on recruterait ici un étranger dans une université française. Et donc j'ai dit à l'attaché universitaire, mais ça en fait quand même beaucoup, est-ce qu'on ne peut pas essayer de les comptabiliser, de les recenser, et puis de voir après, parce que c'est pour nous un outil d'influence extraordinaire, et on en avait recensé 150. Ce qui est quand même un chiffre assez remarquable dans un pays aussi éloigné de la France, et qui n'est pas... bon, on n'est pas en Allemagne, on n'est pas, etc., et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir, mais pas simplement pourquoi ils étaient venus, mais pourquoi ils étaient restés. Pourquoi un jeune de, je sais pas, qui avait 35-40 ans, qui avait déjà 15 ans d'expérience dans une université colombienne, il reste. Parce que nous, on a l'impression que c'est 100 fois mieux chez nous. Et il me disait, mais c'est très simple. Alors après, il y a toujours un élément de vie personnelle. Il a connu une colombienne, etc., puisque en l'occurrence, c'est un jeune homme. Mais ça ne suffit pas non plus, parce qu'après, vous pouvez rentrer avec votre compagne ou épouse colombienne en France, et puis continuer la suite en France. Mais lui, il m'expliquait, il me disait, mais regardez, moi, je gagne 3 000 €. Je ne les gagnerais même pas en France. Et 3 000 € à Bogota, après, je ne sais pas par combien on peut multiplier, mais je peux vous dire que ça correspond à au moins le double à Albi. Et en plus, deuxième facteur, qu'on a un peu perdu en France, c'est un peu le statut social de ces professeurs. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance sociale qui existait sans doute en France avant. Je ne dis pas qu'elle n'existe plus, mais ça s'est quand même beaucoup atténué. Vous vous promenez dans la rue, vous dites, moi je suis professeur. Alors si vous dites à l'Institut des Mines Télécom, on va dire, ouais, là c'est exceptionnel. Mais si vous dites, je suis professeur à l'université Jean Jaurès ou Paul Valéry, qui va dire, enchanté, hein, puis ça, on va en rester là. Alors que vous êtes professeur dans une université en Colombie, enfin moi c'est ma vision, il y a des Colombiennes ici, peut-être qu'ils ne partagent pas ce sentiment, ils avaient quand même l'impression d'avoir une reconnaissance sociale qu'ils n'avaient plus en France. Donc voilà pourquoi les gens y restent. Puis après ils restent, puis voilà, puis après leurs enfants restent aussi, puis après au bout de quelques générations ils seront colombiens, quoi. Hein. S'ils sont attentifs, et je leur conseille, ils garderont la nationalité française parce que c'est toujours utile, et puis parce que c'est toujours dommage au bout de 50 ans de se dire, ah mais si j'avais su, etc. Hein, mais mon grand-père a perdu le truc, voilà. J'avais une question, excusez-moi, voilà. C'est ici. Je suis ici, voilà.
Vous nous avez peu parlé de l'Argentine. Comment c'est un pays qui s'en sort comment sur le plan économique? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, moi, l'Argentine, c'est le premier pays où je suis allé. Donc, en tant que diplomate, c'était ma première affectation. Et ça reste un peu une énigme pour moi, l'Argentine. C'est-à-dire que, après, je vais vous dire pourquoi, à la fois sur le plan politique et sur le plan économique. C'est un pays que j'ai de la peine à comprendre. C'est un pays qui, dans les années 30 et ensuite à nouveau dans les années 50, était la 6e puissance économique mondiale. 6e. Ce qui le rend aujourd'hui à peu près de la France, dans le ranking. Alors il y avait moins de pays, mais enfin quand même. L'Espagne était une espèce de... ils étaient à la traîne à l'époque. Bon. Donc c'est déjà un pays qui a connu des situations économiques comme ça, cycliques, extrêmement brutales, c'est-à-dire des moments de prospérité, ensuite des crises, etc. Aujourd'hui, ils sont à nouveau dans un cycle de crise économique et financière relativement prononcé. Ensuite, c'est un pays que moi j'ai de la peine à comprendre. J'ai beaucoup d'amis argentins. La plupart sont tous plus ou moins péronistes. On a de la peine à comprendre pourquoi tout se définit toujours autour du péronisme, tant d'années après la mort de Perón. Et quand vous connaissez un peu l'histoire argentine, ce qui c'est un peu les prémices de la dictature, qui était une dictature des plus sanglantes du cône sud, avec quand même 30 000 disparus. En 73, Perón, donc il vivait des jours heureux en Espagne, rentre. Et ça, c'est assez difficile à comprendre pour un Français. Il rentre, et donc il est accueilli à l'aéroport par des centaines de milliers de sympathisants, enfin de membres du parti péroniste. Résultat de l'accueil, 300 morts. C'est-à-dire que les factions d'extrême gauche ou celles d'extrême droite ont tiré les premiers, j'en sais rien, enfin en tous les cas, ils se sont entretués, et ça a été le début de cette période où les gens se revendiquant de la même personne se sont entretués, avec des options idéologiques extrêmement opposées. Et donc moi j'ai de la peine à comprendre comment tout est toujours structuré. Et aujourd'hui c'est la même chose, vous allez avoir une élection au mois d'octobre, le choix se fera entre un ou une candidate péroniste, qui devrait gagner, je pense, c'est un pari, face au candidat libéral anti-péroniste qui est le président actuel. Et donc moi, je ne peux pas comprendre ça. J'ai beaucoup de peine à comprendre comment les gens s'y retrouvent. Et là aussi, une anecdote, moi c'était mon premier poste, donc ma première affectation, c'était la première fois. Moi je ne suis pas du tout, j'étais pas du tout prédestiné à être diplomate, c'est un accident de parcours. Et donc je me retrouve là-bas depuis la première fois. Donc vous êtes à Buenos Aires, qui est en plus une ville fascinante, à la fois sans doute parce qu'elle est très européenne, par son architecture, par son peuplement, avec tous ces Italiens qui sont là-bas. Et en même temps, vous essayez de décrypter ça. Et donc un de mes premiers interlocuteurs était un Français qui vivait là depuis de nombreux... Voilà, c'est un peu les références que vous avez au début, etc. Et donc le type me dit, il me dit, qu'est-ce que vous faites à l'ambassade? Moi, je ne peux pas vous dire que j'en sais rien, mais comme je viens de débarquer, je suis censé m'occuper de la politique intérieure argentine, donc de comprendre comment ça se passe. Il me dit, je vous souhaite bien du plaisir, parce que vous n'y comprendrez rien et vous ne pourrez rien prévoir de ce qui va se passer. Et il me dit, si un jour vous prévoyez quelque chose et que ça se passe, ça ne sera pas passé pour les raisons pour lesquelles vous l'avez annoncé. J'ai toujours pensé à ça, et c'est relatif. Oui, il n'y a pas que là-bas. Je pense que des diplomates étrangers en France ont peut-être du mal à saisir certaines inflexions majeures de la vie politique française, même s'ils vivent ici. Mais moi, pour l'Argentine, c'est ça. Alors le problème de l'Argentine aussi, c'est que ce n'est pas tout à fait aussi exacerbé qu'au Venezuela, mais c'est aussi un pays de rente. C'est-à-dire qu'il y a une rente agricole énorme, c'est-à-dire que l'élevage, la culture du soja, des céréales, c'est une richesse. Alors pareil, quand les prix des matières... Alors ça ne représente pas 96% des exportations du pays. Mais je ne vais pas vérifier les chiffres, je pense que tout ce complexe agricole et agroalimentaire doit bien représenter pas loin de 50%. Donc quand les prix sont élevés, c'est pareil, tout le monde, il y a aussi avec des inégalités très, très importantes, mais disons le pays se porte bien, quand les prix s'effondrent ou commencent à ralentir, il se porte moins bien. Donc c'est aussi un pays, alors bon, c'est pas comparable à d'autres, c'est comme un pays qui a réussi à se doter d'institutions, notamment universitaires de recherche importantes, qui à un moment donné essayait même d'avoir l'arme nucléaire avec le Brésil. Donc on arrivait à un niveau de développement qui est important. Mais en même temps, on a toujours l'impression que c'est un pays qui reste en deçà de son potentiel, c'est-à-dire qu'il pourrait être beaucoup plus développé, plus riche, même si sans doute c'est encore un des pays, enfin je ne vais pas dire
le plus égalitaire, le moins inégalitaire de beaucoup, parce qu'il y a quand même aussi cette tradition européenne qui fait, bon, ils ont quand même mis en place des choses qu'on ne voit pas dans des pays voisins, où c'est quand même encore la loi du plus fort, elle est quand même pratiquement intacte, hein, elle est très très peu atténuée par des politiques publiques. Hein. En Argentine, c'est plutôt le phénomène inverse, c'est qu'ils se battent un peu pour le garder, quoi. Hein. Mais par exemple, si on prend les échanges d'étudiants, c'est très frappant de voir que vous avez plus de 4000 étudiants colombiens en France. Et dans un pays à population à peu près comparable, à quelques millions d'habitants près, vous en avez 1 millier d'Argentins en France. C'est-à-dire 4 fois moins. Étonnant. Alors, après, savoir où est-ce qu'ils vont, j'en sais rien, mais ils viennent moins chez nous. En même temps, vous me direz, c'est un gros potentiel, il faut reconquérir. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas autant. Merci beaucoup pour cette soirée et puis cet échange. Je pense que c'est une des conférences où on a le plus échangé. Je pense que c'était bien. Merci encore donc d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. C'est tout à fait normal. Et puis merci à tous et toutes d'être là et d'avoir participé à cet échange. Merci. Je suis un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. Si vous me réinvitez l'année prochaine, je reviens. C'est ce que je vous ai déjà dit. Et non seulement moi, je reviens ici, on peut reparler de ce qui sera passé en Amérique latine dans l'année écoulée, parce qu'il va s'en passer beaucoup. Mais on espère revenir avec la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes à Albi, en dehors même de l'Institut Mines Télécom. Alors, on vous dit rien, je préfère parler des choses quand elles se sont faites. Mais on a bon espoir d'être plus présent l'année prochaine et on va entendre parler de la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes à Albi en 2020. Voilà. Et donc, c'est aussi un appel aux bonnes volontés parce que ça ne s'adresse pas à des professionnels de la relation avec l'Amérique latine. Le jour où on va commencer on verra, on va s'en occuper en septembre, Léonore va revenir, vous allez voir, on va essayer de monter 1 ou 2 événements qui peuvent intéresser les gens ici à Albi. Il faudra qu'on trouve les moyens, peut-être qu'on passera par vous, parce que nous, on a besoin de bénévoles, des gens qui nous aident, parce qu'on n'a pas d'argent, on n'a que des idées. Donc, à Toulouse, on a surtout beaucoup d'étudiants, des gens qui sont jeunes, etc., mais il y en a aussi qui le sont moins. Donc, voilà, si l'année prochaine, ça vous intéresse de participer à cette aventure de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes à Albi et autour d'Albi, franchement, vous êtes les bienvenus, et n'importe comment, ça sera ce que vous en ferez vous. C'est-à-dire que nous, on coordonne, on n'impose rien. Sur 75 projets, on n'en censurera évidemment aucun. Donc vous pouvez parler de n'importe quel pays d'Amérique latine, à peu près de tout. Après, il faut quand même, disons, le socle, c'est les valeurs républicaines. Le problème ne s'est jamais posé. Donc là, ce n'est pas un sujet. Hein. Et donc à partir de là, si vous avez envie de promouvoir le tango à Albi, voilà, on vous labellisera, on essaiera de vous aider à faire connaître le sujet. Si vous voulez parler de je ne sais qui, de je ne sais quoi d'autre, etc. Vraiment, nous, on sera ravis parce que moi, je suis le premier, évidemment, à reconnaître qu'il y a beaucoup d'événements à Toulouse et assez peu sur le reste de l'Occitanie, mais il faut bien commencer par un bout. Et l'année prochaine, un de nos défis, c'est d'en faire beaucoup plus en dehors de Toulouse. Et donc, si on pouvait faire quelques événements, vous voyez, je ne dis pas, quelques, ça commence à partir, plusieurs, ça commence à 2. Je pense que Cédric Villani ne me contredirait pas sur ce point. Donc voilà, là on en a fait 1 cette année, donc on en fera au moins 2 l'année prochaine, et peut-être plus. Et donc si ça vous intéresse, si vous avez des idées, des amis qui ont envie autour d'eux de faire quelque chose, et promouvoir la relation qu'ils ont avec l'Amérique latine. On a aussi un grand manque cette année, moi je le regrette, mais l'année prochaine on a fait très peu d'événements, pour ne pas dire pratiquement aucun, sur les Caraïbes, parce que c'est Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. Dans les Caraïbes, vous avez des pays, beaucoup de petits pays, mais vous avez quand même des pays d'une certaine importance, comme Cuba, la République dominicaine, Haïti. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent de solidarité envers Haïti. Alors, je ne sais pas s'il y en a à Albi, mais il y en a d'autres. Il faut aussi qu'on travaille avec eux, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Alors qu'on a parlé des échanges universitaires, les affaires qu'on peut faire, etc. Mais il y a aussi ce devoir de solidarité qu'on a. Alors, avec Haïti, c'est la seule exception par rapport à ce que je vous disais au début. On a été la puissance coloniale. Alors, je ne dis pas que, après, on peut discuter, on n'a pas besoin de faire la repentance toute sa vie. Mais enfin, quand même, c'est nous. C'est nous qui avons contribué à couper cette île en 2. C'est nous qui avons rétabli l'esclavage là-bas. Après, ça a mal tourné. C'est le pays le plus pauvre d'Amérique latine. Donc, après, il faut trouver les moyens de les aider, qui ne soient pas de l'assistanat, mais qui les aident quand même.
Donc si là aussi, c'est des choses qu'on veut mettre plus en lumière l'année prochaine, c'est aussi cet effort de solidarité avec un certain nombre de pays, bon, pour un niveau de développement qui n'est pas aussi avancé, mais pour lesquels on peut peut-être leur transmettre des... Voilà. Donc moi je terminerai là-dessus. Non seulement on se revoit l'année prochaine ici, mais peut-être dans d'autres lieux d'Albi pour la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et là encore, on a beaucoup de chance. Je crois que c'est une influence du réalisme magique de Gabriel Garcia Marquez qui un jour a visité l'Élysée ou le Quai d'Orsay et qui a dit on va faire une semaine qui dure 17 jours. Heureusement, hein. Merci.